êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores, toujours en ma présence, moi Mathieu, et je suis avec Max, mon fidèle compagnon, toujours avec moi. Comment ça va? Ça va bien, toi, Mathieu? Ah, ça va, un peu fatigué, mais on survit. C'est important d'être présent dans notre podcast pour nos fans. Donc on est là aujourd'hui pour ça. On est là pour toi, maman. Et pour toi, Jess Anctil, hein, notre fan c'est- numéro un. On sait que tu t'as tatoué notre logo sur ton torse, on le sait tous. Bien sûr. Bien sûr, voilà. Donc cette semaine, on critique un film qui est tout juste de sortie, qui était très attendu, qui a fait polémique, on en reparlera un peu plus loin, qui est le film de Captain Marvel, ou Capitaine Marvel en français. Je sais pas si vous avez remarqué la nuance que j'ai mentionnée. Non. Euh, Comme Rien à d'habitude. remarquer. Bref, on va parler de bien des choses cette semaine. On va parler entre autres de Suicide Squad, on va parler de Ben Affleck, puis on va parler aussi de Bohemian Rhapsody, entre autres. Et donc, sans plus attendre, on va aller du côté des chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques et on commence par ce qu'on a vu et écouté comme chaque semaine. Alors, je te laisse commencer, Max. Moi, j'ai écouté uniquement une seule chose cette semaine. En fait, j'ai terminé le documentaire Fire. Je pensais que je l'avais fini, mais il me restait 10 minutes à écouter. Ouais, t'en avais parlé Je l'ai longuement écouté. la semaine passée. Et ouais, c'est ça. Je l'ai écouté, je l'ai fini. Bref, c'est pas ça que je veux parler. J'ai eu une date cette semaine, vois-tu. Et j'ai écouté... Ah, c'est difficile. ouais, la vie est remplie de difficultés. Et on a écouté un film ensemble. On a écouté Horrible Boss. Ou en français, Mon je horrible pense... boss. Ouais, non, je pense qu'en français de France, c'est comment tuer son boss. Oui, oui, c'est ça. Et dans le fond, c'est en mettant trois acteurs, dans le fond, qui ont chacun un patron qui est complètement énervant, exigeant, malhonnête, puis des monstres. Dont Jennifer Aniston, qui est une nymphomane. Tabarouette là-dedans. Oui, c'est là, vrai, je me rappelle, là. Ouais, Ouais. elle frappe l'imagination là-dedans, elle, c'est épouvantable. J'avais lu à un moment donné, j'avais vu notre moment donné qui avait dit qu'elle avait accepté ce rôle-là, puis c'était un défi pour elle de faire un personnage comme ça, elle était pas habituée. Ah ouais, écoute, elle est drôle là-dedans, elle est vraiment bonne, puis... Ouais, puis c'est ça dans le fond, puis les trois vont tout faire pour essayer de pouvoir tuer leur boss, et ça amène à des situations qui sont complètement loufoques, et pour vrai, là, chaque gag de ce film-là est excellent, là. C'est vraiment, vraiment une bonne comédie, c'est la 4e fois que je le voyais. Moi, j'ai vu 2 fois à date, c'est vraiment bon, puis je sais qu'à l'époque c'était une surprise, c'est pour ça qu'on a annoncé un 2 par la suite. Qui est vraiment en dessous, là. Ouais, parce que tu sais, ils peuvent pas refaire la même chose, je veux dire, c'était pas évident. Il y aurait pu, moi, je pense. Ben, ils ont quand même fait quelque chose de quand même intéressant, là, qui j'ai trouvé bien. En plus, ils ont pris Christopher Watts pour jouer le personnage comme méchant du film, si on peut dire. Ouais. Puis il fait tant des méchants, mais là c'est un méchant humoristique, c'était Il y spécial de avait voir. Chris Pine aussi. Ouais, qui faisait son fils. Ouais. Je me rappelle, c'était quand même bien, mais c'est pas effectivement aussi bon que le premier. Mais c'est des bonnes comédies. Puis c'est une des rares comédies que j'aime bien, puis qui a... dedans, il y a un des acteurs, il me semble, qui joue... comment il s'appelle déjà? C'est Jake Bateman, je pense qu'il s'appelle. Jason Batman, ouais. À la base, je le trouve pas très drôle, mais là-dedans, je le trouvais quand même assez drôle. Je l'aime bien, moi. T'as pas écouté Ozark, hein, toi? Ozark, non. Non, il est vraiment excellent là-dedans, là, mais genre vraiment bon. Là. Il faudrait que je lui donne une chance à cette série-là, même si je sais qu'elle a été annulée, je crois. Non, la Non? saison 3 s'en vient d'année Ah, je me prochaine. mêle avec 8 Sens ou... Hate Sense Ouais. Au Sunset. Parce que la série Netflix Ouais. qui a eu le droit à un épisode ultime finalement. Ouais, je pense que c'est Sunset. Je pense, je dis bon, en tout cas, je suis sûr qu'il y a du monde qui nous gueule de sens. Excusez-moi, j'ai mélangé les séries. Bref, t'as une très bonne comédie. Ça fait un bout que j'ai pas écouté de comédie comme ça, d'ailleurs. Mais c'est good, t'as juste vu ça? Ouais, cette semaine ça a été ça. Toi, qu'est-ce que t'as écouté, Mathieu? Pour ma part, j'ai commencé par le film qu'on a critiqué ici, que j'ai écouté en 4K, qui est Spider-Man Into the Multiverse. Ouais, tu l'as réécouté? J'ai écouté en 4K avec mon ami Ismaël et mon ami Hugo. Et aussi un autre ami qui s'appelle Yann. On était 4, bref, à l'écouter. Et j'ai bien aimé ça le revoir parce qu'il y a beaucoup de détails. Et surtout en 4K, c'est hallucinant parce que l'animation de ce film-là, on a déjà parlé, on l'a critiqué en long et en large. Mais c'est fou, là. C'est pas pour rien qu'il a gagné le score du meilleur film d'animation. En l'écoutant, j'ai réalisé à quel point c'est révolutionnaire. En termes d'animation, on est C'est rendu du jamais vu, là. Moi, Ouais, j'ai jamais vu ça ailleurs. Là. à ce niveau-là, c'est quelque chose d'assez incroyable. Puis j'ai déjà hâte de voir le prochain. Mais je disais, l'histoire, l'animation, les personnages, tout ça. Je suis un grand fan de Marvel, mais ils ont aussi à me surprendre sur plusieurs aspects. Il y a juste Wilson Fisk qui me dérange toujours un peu. Mais dans l'ensemble, c'est excellent. Et j'ai fait découvrir à mes amis qui l'avaient déjà vu, qu'il y avait une scène à générique, j'étais seul dans mon bar qui le savait, qui annonçait un plus ou moins La suite. la suite, si on peut dire. Mais c'est vraiment un film à découvrir, un bon film d'animation qui revisite l'histoire de Spider-Man. Si vous êtes tanné de voir des films de Spider-Man, mais celui-ci sort vraiment du lot parce que ils ont décidé de retravailler l'histoire de Spider-Man, de montrer quelque chose de jamais vu, étant donné qu'on est déjà rendu à une 3e trilogie, je peux dire, de Spider-Man. Là, d'aller dans une autre direction complètement, ça se prend bien, puis le choix d'acteurs qu'on pris aussi pour aller voir. Écoute, juste Nicolas Cage, j'étais pas sûr au départ, mais
Ah ouais, ça fit, là. Il m'a tellement surpris là-dedans. Ça fit. Ah, ça fait vraiment bien. Donc vraiment, j'ai adoré le revoir. J'ai aussi écouté, en fait j'ai fini la saison 2 de Orville. J'avais déjà parlé de la saison 1 ici il y a bien longtemps. Ils ont annoncé un comic book, hein, j'ai vu Oui, passer. c'est entre autres pour ça que j'en parle. Il va y avoir un comic book, je pense, qui va se dérouler entre les 2 saisons qui a eu lieu. Vu que la série a vraiment beaucoup pogné et très populaire. Ils n'ont pas encore annoncé de saison 3, mais je serais pas surpris. Vraiment, c'est une très bonne série. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, on suit dans le fond, l'équipage du Orville, qui est un vaisseau, c'est une série un peu dans le style de dans le fond, c'est une série un peu parodique de les styles Star Trek. Donc on suit un équipage qui va à l'exploration de l'univers et avec leur capitaine qui est joué par McFarlane. McFarlane, merci, qui est le grand créateur de Family Guy, de Mick and Dad entre autres, et de Ted aussi, qui est un succès, et qui est vraiment fort dans tout ce qui est comédie. Et là, c'est son nouvelle série qui aime Son beaucoup. nouveau bébé, là. Ouais, son nouveau bébé. Et vraiment, il se démarque là-dedans, il est très bon. Autant la série est légère et comique, autant qu'elle aborde des sujets profonds. Et et dans la saison 1, vraiment, ça m'avait surpris. Et dans la saison 2, ils ont été encore plus loin sur certains aspects. Et c'est vraiment bien travaillé. Ils servent de l'univers extraterrestre pour parler de thématiques qui sont propres à nous. Le racisme, le féminisme, tout ça. Et c'est vraiment bien montré dans la série. Et il y a vraiment des belles tournures dans l'histoire. C'est vraiment très profond. La série prend en complexité avec les épisodes. Et la fin de la saison 2, les derniers épisodes, là, c'est... Écoute, c'est incroyable. À la base, c'est pas une série qui a un si gros budget que ça. Parce que c'est une série science-fiction comédie. Mais ils ont mis le budget à la fin, puis écoute, c'est digne des films Star Wars et Star Trek, là. En termes de qualité, là, c'est incroyable, là. J'étais vraiment bluffé. Et j'aime beaucoup, autant j'aime beaucoup le personnage principal qui est le capitaine, mais j'aime aussi, il s'appelle Isaac. C'est un androïde qui est dans l'équipage, qui vient d'une race extraterrestre supérieure, qui sont tous des robots. Et là-dedans, il joue par un Britannique qui est pas vraiment connu, mais il fait comme c'est un chercheur qui est là pour comme comprendre les humains. Puis quand il y a des réactions, les gens ils réagissent puis ils comprennent pas les émotions, fait qu'il est tout le temps comme perplexe. Puis j'aime ses réactions parce qu'il comprend jamais rien un peu, mais en même temps il sait tout. Parce que mettons quelqu'un va être triste ou qu'il va être en colère, lui il comprendra pas cette émotion-là, donc il saura pas comment réagir. Tu sais, à un moment donné, il essaie de comprendre c'est quoi l'humour. Puis là, un des membres de l'équipage dit le truc de l'humour, faut que tu surprennes. Puis il fait ok. Puis là, plus loin dans l'épisode, il arrive vers ce gars-là, puis il arrive dans son dos, puis il coupe une jambe. Le gars en bataille, puis il part une jambe, puis il commence à gueuler, puis il fait comme, ben quoi, je t'ai surpris, c'est pas censé être drôle. Tu sais, en tout cas, Ouais, je comprends ce que c'est. mais j'aime bien ça, puis c'est vraiment très bon comme série, là. Si vous cherchez une série comique, science-fiction, avec l'humour style de ce gars-là, qui est vraiment bon là-dedans, même si on aime ou on n'aime pas, hein. J'en ai déjà parlé de cette émission-là. La preuve, c'était Family Guy, elle avait été annulée à l'époque parce qu'elle prenait pas les fans. Elle est revenue finalement, maintenant elle est super écoutée. Mais c'est le genre d'humour qu'on aime ou on n'aime pas. Je sais qu'il y a plusieurs de ces projets qui sont tombés à l'eau parce que l'humour, les gens n'aimaient pas. Exemple, il a fait Family Guy, il a fait Amic and Dad. Puis il a fait le Cleven Show, qui est sa troisième série qui a finalement été annulée. Après une saison seulement. Je pense une saison, ouais. Qui était c'est une série animée sur une famille afro-américaine. Qui était un personnage à la base de Family Guy, là. Voilà. Et qui était quand même très bon dans Family Guy. Et finalement, le show n'a pas embarqué, fait que c'est annulé. Puis je sais qu'il y a plusieurs films qui avaient en projet qui n'ont pas abouti. Les derniers qui a réussi à faire passer, c'était Mille une façon de mourir dans l'Ouest. Qui était vraiment pas bon, là. Ben, j'avais trouvé quelques gags bons, mais en tant que tel, l'histoire était assez... Moi, pas l'easter egg de Back to the Future, j'ai vraiment... J'ai pas fini. Ben, l'humour ne lève pas très haut, mais il y a quelques petits gags intéressants. Mais à part ça, Ted, c'était son plus grand succès au cinéma. Ouais, le 2 était une coche en dessous aussi. Ouais, ben, il y a eu plusieurs problèmes de tournage, entre autres l'actrice principale qui pouvait pas revenir et tout ça. Ben non, c'est ce que j'avais dit, c'est que Mila Kunis il était juste pas prévu au scénario. Ah, ok. J'avais lu autre chose, mais c'est pas grave, ça fait longtemps déjà. Ouais, je peux me Mais tromper aussi, là, bref, c'est pas- c'est à découvrir. J'ai commencé une nouvelle série qui est un phénomène sur Netflix en ce moment. Ça date de 2-3 semaines qui est sorti. J'ai écouté d'autres choses, j'ai pas le temps. C'est Umbrella Academy, Ouais. qui est une série basée encore une fois sur des comics. J'en écoute beaucoup ces temps-ci, mais il y en a beaucoup qui sortent. C'est une série, dans le fond, qui se passe dans le présent. Et on suit, dans le fond, aussi, ce qui arrive de l'histoire, c'est que dans les années 80, à travers le monde, il y a comme 42 femmes qui ont donné naissance à des enfants, mais ils n'étaient pas enceintes à la base. C'est arrivé spontanément. Ça commence, mettons, une qui se baigne dans une piscine, puis elle tombe enceinte, puis elle accouche. De même. Puis il y a un des hommes les plus riches au monde, qui est américain, qui décide de traverser le monde, puis de trouver ces enfants-là, puis de les acheter. Fait qu'il finit par réussir à en récupérer 7, puis il ramène chez eux, puis il décide de les former pour qu'ils deviennent des super-héros. Puis ils réalisent que chacun a des habilités spéciales, et en grandissant, ils vont donner des héros, ils vont avoir des BD à leur nom, tout ça, et on revient dans le présent où que dans le fond, cet homme riche-là, ils viennent de mourir, et ils doivent tous se réunir dans le manoir qui ont grandi, parce qu'ils sont partis chacun de leur bord dans leur vie,
pour comme se retrouver et comprendre comment c'est ça qui est mort. Et c'est un côté un peu enquête. Et vraiment, c'est vraiment intéressant comme série. Je sais qu'il y a des très bons retours, puis elle est très populaire, là. Ouais, elle est très populaire. Le casting est très bon. L'homme riche américain, c'est lui qui fait le bon cop dans Bon Cop Backup. C'est tu sais le film Bon Cop Backup québécois là. Ouais. T'as lui qui vient de l'Ontario là. Ouais. Mais c'est lui qui fait le riche. Colin Firth. Ouais, Colin Firth. Mais c'est lui qui fait le riche milliardaire américain. Il a genre un monocle, un chapeau, puis il est comme habillé comme un riche. Ah ouais, je l'avais pas reconnu. Ouais, il a une moustache puis une barbe, mais c'est lui. Puis l'actrice principale de la série, c'est Ellen Page, Ouais. qui est une autre actrice canadienne, qui est très bonne d'ailleurs, qui là-dedans est très marquante aussi. Mais c'est-tu canadien, cette série-là? J'ai pas vraiment regardé, mais je sais qu'entre autres, il y a un acteur québécois aussi qui commence sa carrière là-dedans. Je pense que c'est lui qui fait l'enfant, il y a un enfant qui est un acteur principal. J'ai voulu regarder tantôt, j'ai oublié, mais j'avais lu un article là-dessus dans la presse. Mais bref, c'est quand même une série vraiment multiculturelle. Puis c'est vraiment, dès les premiers épisodes, t'embarques parce qu'il y a plein de mystères autour de ces personnages-là, puis leur pouvoir aussi, leurs habilités, ils sont vraiment très intéressants parce qu'ils ont des pouvoirs un peu hors normes. C'est pas des pouvoirs qu'on a l'habitude de voir dans des super-héros. Exemple, cet enfant, un des garçons de cette gang-là, son pouvoir c'est qu'il peut voir les morts et leur parler. Donc il se promène, il est dans le salon, puis là, il y a un gars là, puis il parle, mais quand on voit le point de vue des autres, il est tout seul. Fait que lui, il a l'habilité de voir les morts. Il y a une fille qui est devenue une célébrité. Son pouvoir, c'est qu'elle dit quelque chose, puis tu le fais, genre. Elle te contrôle en te parlant. Ils ont tous des pouvoirs un peu comme ça. C'est assez particulier. Puis j'ai rendu au 3e ou 4e épisode. Puis c'est vraiment perturbant parce qu'à chaque épisode, ils réussissent à mettre une twist qui te perturbe de plus en plus. Parce qu'il y a un fil conducteur à travers les épisodes. Et je pense qu'il y a juste 10 épisodes. Et à date, tu comprends pas trop où ils veulent aller, mais j'ai compris certaines choses. J'espère de ne pas avoir déjà compris l'intrigue finale. Mais si c'est ça, je serais quand même bon de l'avoir trouvé, mais il reste que ça se prend très bien, là, je la recommande vivement. Je sais que je parle beaucoup de trucs de comics, mais ces temps-ci, ils réussissent vraiment à renouveler le genre comique. Et donc c'est pas mal ça que je voulais parler, mais je vais le mentionner, j'ai trouvé ça drôle, il y a une nouvelle série qui a commencé, puis j'ai pensé à toi parce que c'est une nouvelle série policière. Puis c'est, dans le fond, c'est avec je pense que c'est le série Dexter, toi. Les 2 premières saisons. L'actrice principale de la série, Sa sœur? je pense que c'est sa sœur, parce que Mais l'actrice... qui a été sa femme dans la vraie vie, là? Ouais, bref, cette actrice-là, elle commence une nouvelle série policière, puis dans le fond, c'est une agente du FBI ou de la CIA, je suis pas sûr, que la série commence que sa famille est menacée par des terroristes, puis elle est obligée de livrer des espions, puis elle se fait enfermer en prison pour ça, et elle reste là pendant des années, puis à un moment donné, il y a un problème avec le gouvernement est en danger, puis on a besoin d'une experte dans le domaine, fait qu'il décide de la sortir de la prison pour s'en servir comme atout, et elle va travailler avec un agent du FBI, de la CIA, pour résoudre des enquêtes qui ont rapport avec des terroristes qui attaquent les États-Unis. Et donc pour une fois, c'est pas un point de vue masculin qu'on a, mais un point de vue féminin, parce que le personnage principal c'est une femme. Je l'ai pas encore écouté, mais j'ai vu ça passer, puis quand je l'ai vu, j'ai pas pu m'empêcher de penser à toi, Max, parce que c'est un autre duo de policiers, avec un truc assez hors norme, puis là pour une fois, ben, c'est pas 2 gars, ou c'est pas le gars qui est le principal, c'est une femme, le personnage principal, donc je voulais quand même le souligner, je me suis dit peut-être ça te intriguait de... Non, Oh, pas Max. du tout. En tout cas, allez voir, j'ai oublié le nom, mais allez voir, c'est vraiment intriguant. Bref, on va être des nouvelles. Ouais. Donc je laisse commencer. Ben on a eu le droit à une bande-annonce cette semaine. Une bande-annonce qui est sortie de nulle part parce que j'étais même pas au courant que ce film-là s'en venait avant aujourd'hui. Ok. Et en fait, je sais pas si tu te rappelles, je pense que c'était en 2004 ou en 2003, on a eu un film qui s'appelait Doom. Oui, avec The basé, Rock. ouais, basé sur le jeu où on avait le Big Fucking Gun. Et on a Dwayne Johnson et Carl Urbain Ouais. qui jouent là-dedans. Ah oui, je me rappelle. Et moi je me rappelle à l'époque j'avais essayé d'aller le voir au cinéma puis j'étais pas capable parce qu'il fallait avoir 16 ans et plus. J'avais fait 3 cinémas avec mon oncle puis on n'a jamais été capable. Bref. On a un film Doom qui s'en vient, qui ne sera pas une suite. Ah. Et qui ne sera pas un préquel, et qui ne fera même pas partie du même univers. Ah, fait qu'il n'y aura pas de Rock. Mais il y a un scénario pratiquement pareil. Et dans le fond, Vas-y. ce film-là sort directement en DVD. Il s'appelle Doom Annihilation. Mettant en vedette une actrice que je ne me rappelle plus son nom, mais c'est pas tant grave parce qu'elle a joué dans Sharknado 3, pas le 1, le 3. Et dans le fond, on a regardé la bande-annonce, puis écoute, ça a l'air infect, là. Ben écoute, pour une franchise aussi emblématique que Doom, qui est un des plus grands en termes de shooter, il n'y a pas de scénario dans Doom, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est Doom Guy. Enfin, t'es un gars qui s'en va en enfer. Puis en fait, c'est pas l'enfer, c'est pas toi qui est pogné en enfer, c'est l'enfer qui est pogné avec toi. Puis le but c'est de tout
démolis ce qu'il y a, tu arraches des comptes, tu ouvres des yeux, tu démolis tout. Fait que je sais pas pourquoi les studios sont en tête à T'as faire accès des à un films à arsenal ça. assez fou, je me rappelle, là, dans les jeux, t'as plein d'armes, là. Oh oui, ça passe de la mitraillette au shotgun, au laser, il y a tout là-dedans. C'est un précurseur, ce jeu-là a créé beaucoup de... C'est lui qui a parti un peu le genre des shooters, là. Je pense que c'est le deuxième shooter 3D après Wolfenstein 3D. Ouais. Puis tu sais, dans le fond, c'est comme du carré. Mais, écoute, ça a révolutionné le jeu vidéo, là. Ouais, écoute, il y a Très encore, important, là. même si la franchise est moins intéressante qu'avant, parce qu'ils font... Je sais pas si on fait un jeu récemment, Doom, là, mais... Ouais, il y a eu un reboot de Doom qui est sorti là, comme 2 ans. Puis c'était excellent en plus, là. Ah, j'ai pas joué, mais je sais que Doom est moins présent qu'avant, puis que maintenant il y a beaucoup plus de shooters, tu sais. C'est moins évident de... Mais le dernier Doom, là, il a relancé la franchise de ça a fait du bien, là. En tout cas, pour le film, la balance a pas l'air très convaincant. Non. Déjà que le premier film, je l'avais pas vu, mais qu'il y avait des retours assez mitigés. Même si à l'époque, c'est le début de The Rock. Ça avait été un flop, je pense, commercial et critique en plus. C'est jamais bon signe, mais je sais qu'il s'essaye en ce moment avec d'autres franchises de jeux. Et même si, je veux dire, Doom, c'est très connu. Comme tu as dit, il n'y a pas de scénario, donc je sais pas, mais ça a l'air d'être un film juste de bourrin. Donc, mais On va voir. des fois, ça arrive qu'il y a des films qui sortent direct sur DVD qui peuvent être intéressants. Ça arrive, mais c'est rare, mais ça arrive. Je la connais pas, mais... Ben, là tu vas me trouver Keten, là, évidemment, là, mais une de mes franchises que j'aime beaucoup, c'est High School Musical. C'est direct ou des DVD. Même si le troisième est un peu moins bon que les deux premiers, ça fait partie de mes plaisirs coupables. J'adore les comédies musicales. Et je me rappelle toujours le jour où j'ai découvert ça à la TV. Mais c'est direct ou des DVD. Et pourtant, ça fait partie de mes plaisirs coupables. Bref, je continue dans mes nouvelles. C'est sur Disney. Disney parle de son plateforme Disney+, qui va sortir prochainement. Elle était censée sortir début 2019, mais il y a un peu de retard sur la plateforme. Mais c'est un peu normal avec tout ce qu'ils font en ce moment avec Fox et tout ça. C'est compréhensible. Ouais, tu me permets de faire un petit PS Ouais. avant que tu y ailles. Il y a du monde que je pense qui a demandé à Bob Iger, qui est le président de Disney. Ils ont demandé si le nom changerait de Fox. Puis non, ça va encore s'appeler Fox. Fait que s'il y a un film qui passe sous le label de Fox, ça va être une corporation de Disney mais qui s'appelle Fox. Ouais, ben, Comme Miramax, mettons. ou Lucasfilm qui est resté Lucasfilm. Marvel Studios, tu sais. Disney quand même, ils gardent les marques, c'est juste qu'ils ajoutent leur logo en dessous. Ouais, c'est juste que l'argent va à la même poche. Ouais, ben, puis là, ça va être big. Dans ce cas, Disney a annoncé que tout le catalogue de Disney va être inclus sur la plateforme Disney+. Donc, tous les films classiques de Disney, tout ce qui est Marvel, tout ce qui est Lucasfilm, tout ce qui est les grandes franchises de Disney vont être dessus. Il y en a beaucoup, là. C'est un gros énorme, catalogue. Là. C'est un gros catalogue. Ils n'ont pas encore mentionné pour tout ce qui est le catalogue de Fox. Ben, c'est pas encore terminé le processus de fusion. Mais ce serait pas étonnant qu'ils le rajoutent, même si j'ai lu qu'il en parlait qu'il pourrait avoir certaines franchises qui seraient sur Hulu. Vu que Hulu c'est plus pour un public plus large, plus averti. Parce que Disney ça se veut très large vu qu'ils veulent mettre tout le contenu de Disney, donc tout ce qui est film les princesses, tout ça. Donc j'imagine qu'il y a certaines franchises comme mettons Alien ou Predator qui se verraient moins bien sur Disney+. Donc j'imagine qu'ils vont les référer à Hulu qui est comme leur... Ils ont racheté Hulu en achetant Fox, donc c'est comme leur sous-chaîne de produits et c'est des produits plus... Là, ça permettrait d'avoir un catalogue intéressant. Et on parle de vieux films d'animation, on parle de vieux films comme Mary Poppins qui était... Ou est-ce que Le Magicien d'Oz c'est Disney? Ouais, il me semble que oui. Oh, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais en tout cas, bref, ça permet d'avoir un catalogue super intéressant. Je sais que quand ils ont fait le nouveau avec James Franco, c'était Disney, il me semble. Ça se peut. En tout cas, bref, c'est un gros catalogue, là, je veux dire. C'est énormément de films. Puis je voulais en parler. C'est drôle que tu me donnais une nouvelle parce que j'ai débattu avec un gars sur les réseaux sociaux dans le groupe de cinéma. J'ai oublié son nom malheureusement. Je pense que c'est Jean-Michel Ayotte, mais je suis plus sûr. Et on parlait du fait que savoir si Disney est capable de compétitionner Netflix. Et du coup, il n'avait pas réalisé, mais si théoriquement ils rajoutent leur franchise de Fox dans leur lot. Il faut dire que Netflix, non, Disney possède quand même le tiers du marché du cinéma en termes de franchise. C'est pas rien, même s'ils sortent pas le plus. Ils sortent quand même pas mal de films par année. Mais si on parle en termes de franchise, c'est eux qui en ont le plus. Ils peuvent littéralement mettre les Simpsons. Ouais, Family Guy, Futurama. Ouais, faut qu'il y ait pas trop de trash. Mais c'est pour ça que je pense qu'ils vont comme diviser le contenu avec Hulu. Vu que Hulu offre déjà du produit plus adulte, exemple Futurman, j'ai pas écouté la saison 2, qui était une série science-fiction qui est une exclusivité de Hulu. En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour compléter tout ça, mais ça s'annonce être big là. Ça s'annonce être évidemment plus gros que DC Universe, que sa plateforme est de plus en plus en train de grossir. Il y a Doom Patrol que j'ai pas reparlé, mais je vais en parler bientôt, qui se porte très bien. Ils ont annoncé déjà d'autres projets d'ici, mais Disney c'est quelque chose d'encore plus gros. Et il y a d'autres
compagnies qui commencent à vouloir aussi investir là-dedans. Il y a YouTube qui a mentionné aussi récemment qu'ils voulaient que leur plateforme soit aussi compétitive que les autres, donc ils leur offraient un grand choix de films et de séries, en plus d'offrir leur contenu à eux. Donc ça sent bien pour un mode où il va y avoir beaucoup de plateformes énormes qui vont vouloir se compétitionner. La question, est-ce que Disney va réussir à se stabiliser là-dedans? Je crois que oui, parce qu'il y a... Faut pas qu'ils sortent tout d'un coup, faut qu'ils sortent ça à compte-goutte, parce que maintenant tu t'épuises. Il y a ça aussi. C'est pour ça que Disney n'a pas sorti en même temps que DC. Puis c'est pour ça aussi que YouTube commence à créer leur plateforme. Puis il y a Apple aussi qui en a parlé il n'y a pas longtemps, qu'ils voulaient avoir leur propre plateforme aussi. Ben, il y a des grosses rumeurs que Apple achèterait littéralement Netflix. On en avait parlé à un moment donné, il y avait une rumeur effectivement là-dessus. Faut pas oublier qu'Apple vaut 1000 milliards. Pour vrai, là, je lisais un analyste puis il expliquait que la meilleure façon Apple de faire encore de l'argent, ça serait d'ouvrir des banques. Puis de prêter de l'argent pour faire des intérêts dessus. On est rendu là. Ben, il faut dire que Apple ont vendu le téléphone le plus cher sur le marché. C'est l'avant-dernier iPhone, il valait comme 2000. J'ai l'iPhone X puis il valait 1400. C'est ça. Tu sais, quand ton sel vaut jusqu'à 2000$, là. Mon char vaut même pas ça. Est-ce que c'est assez Je triste? choisis mes priorités, vois-tu. Bref, je serais curieux de voir la plateforme Disney Plus quand ça va sortir. Pour l'instant, moi, je l'ai déjà mentionné, je suis pas abonné à aucune plateforme. Moi, ça s'enligne pour que ça là, je m'abonne. Ben, c'est tentant aussi, je pense de plus en plus pour Netflix, entre autres. Surtout qu'il commence le tournage de Loki bientôt. Là. Ouais, qui va être la première série de Marvel sur la plateforme, ils en ont prévu plusieurs. Ouais, puis c'est officiel, hein, c'est Tom Hiddleston qui va reprendre son rôle. Ouais. Parce qu'il y avait eu des grosses rumeurs que ça serait pas lui, puis j'étais comme, non, tu peux pas faire ça. Ouais, j'en veux pas. J'avais brièvement lu que ça allait être sur la jeunesse de Loki, tout ça, en tout cas. J'ai hâte de voir à quoi ça va l'air. Bref, on va continuer avec nos nouvelles, je te laisse y aller. On a eu un petit retour de Ben Affleck. Ben Affleck qui maintenant n'est plus Batman, c'est officiel. On sait que la Warner cherche actuellement un nouvel acteur. On a pu voir brièvement aussi un petit leak du costume de Batman dans Gotham. Je sais pas si tu as eu la chance de le voir. Non, j'ai pas encore la chance. J'écoute Gotham à chaque semaine d'ailleurs. Mais non, je voulais me garder un peu la surprise parce qu'ils ont annoncé qu'on allait voir Batman dans le dernier épisode. Ben, je peux juste dire, parce qu'il faudra tout le voir anyway pour te faire une idée, mais ça ressemble beaucoup au costume de Kristen Bell. Vraiment beaucoup. Vraiment là. Ben si je me fie au premier costume qu'il a porté dans les autres saisons, ça ressemblait déjà à ça. Mais on parle du premier costume dans la trilogie de Nolan, là, le premier. Il s'approche vraiment plus de celui-là. Où que je vais en venir, c'est que Ben Affleck, comme je disais, il ne fait plus partie des plans de Batman, mais a dit qu'il était prêt éventuellement à réaliser un autre film de super-héros ou d'incarner un autre super-héros, ce qui semble moins plausible. Je pense que la Warner a quand même une bonne relation avec Ben Affleck. Ça, l'affaire qu'il y a, c'est que je sais pas à quel point que. Tu sais, j'ai l'impression qu'il dit ça pour pas se brûler. Tu sais. Il veut pas. Ben, il avait parlé en entrevue après Justice League qui commençait à être fatigué là, parce que il avait tourné son film qui avait pas marché, qui était avec la mafia. Ouais, les critiques avaient été assassines avec lui pour Batman v Superman. Puis ça faisait plusieurs films qui savaient pas bien pour lui, autant acteur que réalisateur. Dans les dernières années, sa carrière va pas super bien. De Ben Affleck, il pensait qu'avec Batman, il allait pouvoir remonter la pente. Je pense que son pire choix, c'est pas vrai en fait, avant BVS, sa carrière allait très bien, il venait de ça je te dis, dans le sens que depuis qu'il a commencé Batman, sa carrière va pas super bien, il pensait, parce que Ben Affleck c'est un bon acteur, mais c'est pas l'acteur le plus marquant en soi. Puis je pense qu'avec Batman, il voulait montrer qu'il était capable d'atteindre un plus large public. Puis là, finalement, c'est pas que c'est pété à gueule, j'ai trouvé qu'il était un bon Batman, mais la façon que ça a été fait, ça a été un peu broche à foin. Ouais, ça n'a jamais été lui le problème, là, on s'entend. Là. Non, c'est... Puis je veux dire, il était motivé, il voulait réaliser, faire le scénario, jouer dans le film Batman. C'est beaucoup trop de tâches pour un film de Batman. Non, quand tu portes plus que 2 casquettes, à un moment donné, ça commence à être rough, là, je veux dire. Que Zack Snyder, il n'a même pas été capable d'en faire un. Zack Snyder, ben, il en a fait plusieurs, mais je veux dire, le Justice League, ça a été la goutte de trop, là. Ben, c'est comme Joss Whedon avec Avenger 2, là. Ouais. Quand il a fini ça, après il était écœuré, il a dit... plus capable, ben ouais, c'est des gros films. Il avait dit en entrevue, moi, je veux plus faire de gros films de même pour l'instant. Puis la qualité, il a goûté aussi, là. Ouais. C'est loin d'être mauvais, Age of Ultron, mais c'est loin d'être mémorable. Là, non, tu vois qu'à un moment donné, il est comme, il y a une limite à ce qu'il pouvait faire. Et à Avengers, t'as pas le droit de te planter. Surtout que la lignée que ça va, on va reparler tantôt avec Captain Marvel, mais je veux dire, l'univers est quand même big, là, je veux dire... Ouais, j'ai hâte qu'on en parle. Bref, je vais avec ma nouvelle. Ouais, vas-y. C'est une nouvelle qui m'attriste, mais en même temps, je suis pas surpris. Puis il fallait s'y attendre à un moment donné, c'est un peu comme à l'époque avec Smallville, toute bonne chose a une fin. C'est la série Arrow que les studios CW et Warner Bros ont annoncé que la 8ème saison, qui va être celle de l'année prochaine, sera la dernière. La série est annulée par la suite. Ça fait déjà 8 ans que ça roule. Ça va vite.
8 ans. Ça va être une demi-saison de 10 épisodes comme pour Gotham. Ah oui, elle sera pas complète? Non, ça va être juste 10 épisodes pour conclure vraiment. Ils vont avoir une vraie conclusion comme pour Gotham. L'acteur Stephen Amell qui fait Arrow depuis 8 saisons, incluant aussi les spin-offs Flash, Legend of Tomorrow, Supergirl et tout ça, était très émotif là-dessus parce que c'est ça que va connaître au grand public, même s'il y avait une carrière qui commençait à monter avant ça. C'est vraiment qu'Arrow qui l'a fait démarquer. Ça lui a permis entre autres de jouer dans les Tortues Ninja 2. Qui est un film mémorable. Ben ça, je l'ai pas encore vu d'ailleurs, mais Non, pourtant oui. je suis un grand fan de la franchise des Tortues Ninja. J'ai les... Tortue Ninja, Tortue Ninjago! Et t'as-tu, ils vont avoir un film d'animation avec Batman, les Tortues Ninja? Ouais. Ah, c'est cool. Les aspects des BD sont super populaires, je suis pas encore, je suis très sceptique. Je sais que c'est bon, je suis sûr. Ben j'ai lu des critiques, les BD sont écœurantes, mais je sais pas en tout cas. Bref, c'est ça, écoute, on tourne une page d'histoire, parce que comme à l'époque X-Mobile qui avait fait 10 saisons, avec Tom Welling, je pense qu'il s'appelle. Welling, en tout cas, bref, j'ai un blanc, mais qui a fait pendant 10 ans Superman à l'écran, et après il y avait comme un petit moment de creux, où il avait essayé de faire plein de spin-offs, il n'y en a aucun qui avait marché. La tune est toujours marquante. Et d'ailleurs, ils ont rendu hommage dans le CRO à un moment donné de la tune de Superman. Ajoute dedans. Dans Supergirl, dans Supergirl, il y a un épisode à un moment donné qui rendent parce qu'ils vont... Bon, regarde, je sais que t'écoutes pas c'est pas vraiment un spoiler, mais à un moment donné, ils vont à la ferme de Smallville. Ils ont pris la même ferme pour la ferme de... Parce que dans Supergirl, il y a Superman, mais il est secondaire. Puis à un moment donné, elle va le voir dans sa ferme. Puis ils ont pris la même ferme que dans Smallville. Puis c'est la même tune qui part quand elle arrive. Elle arrive à la ferme, puis c'est la tune qui part, puis il est en train de placer du foin, puis il a sa chemise carottée, mais c'est... Mais la série a aucun lien avec... Non, elle a aucun lien, mais ils ont fait une petite référence en prenant la même ferme, puis la même chanson, juste pour faire un petit clin d'œil à Smallville, qui a été, il faut quand même le dire, un précurseur dans le domaine, parce que grâce à Smallville, on a droit à plein de séries de super-héros maintenant. Puis entre autres Arrow qui était la deuxième vague, puis Arrow ce qui a fait quelque chose que Smallville n'a pas été capable, parce que comme j'ai dit, tous les spin-offs de Smallville ont été annulés. Il y avait un spin-off sur Wonder Woman est annulé, un spin-off sur Aquaman est annulé, un spin-off sur Green Arrow, mais avec le Green Arrow de Smallville avait été annulé. Et ça a pris je pense 2 ou 3 ans, et Arrow est sorti. Et Arrow a créé un autre univers. De Arrow maintenant il y a plein de séries qui en ont découlé. Flash, Legend of Tomorrow, Supergirl, Black Lightning, etc. etc. C'est vraiment un univers très complet. Beaucoup chiant parce que c'est dur à suivre maintenant vu qu'il y a beaucoup de séries. Je peux comprendre. Mais vraiment ça a marqué le public. Autant qu'on aime qu'on n'aime pas. Moi j'adore la série. C'est sûr qu'il y a des saisons qui sont moins bonnes que d'autres, faut le dire. Mais je trouve que l'acteur est très bon. Et je trouve ça dommage, même si je comprends qu'à un moment donné, ça lève moins. Ils ont de la misère à atteindre 1 million de views par épisode, ce qui est très bas pour une série comme ça. Quand il y a des séries qui, comme Titan ou je pense que c'est Legend of Tomorrow, ils sont capables d'aller jusqu'aux 2 millions. C'est sûr que là, à un moment donné, c'est plus rentable. Donc, mais ils ont dit que c'est pas la fin pour Arrow dans la mesure que l'univers existe toujours avec Flash, Legend of Tomorrow, tout ça. Les autres séries vont continuer à rouler. Ben, il faut une fin maintenant. Ouais, il faut une fin, mais toutes les séries vont avoir une fin à un moment donné. C'est juste que la série Arrow va avoir sa fin. Et c'est pas exclu que l'acteur pourrait revenir faire des caméos dans les autres séries qui existent encore. Ça peut être intéressant, on verra, parce que ce que j'en sais, il y a des chances que, en tout cas bref, qu'il pourrait y avoir une fin, vraiment une belle fin pour ce personnage-là, un peu comme on s'attend un peu pour Captain America du côté de Marvel. Mais bref, je lève mon chapeau parce que ça a été une période vraiment intense et j'ai hâte de voir. Il y en a qui disent que, parce que l'année prochaine on a droit à la série Batwoman. C'est officiel là? Ouais, le spin-off est en tournage. Et si tout va bien, il va y avoir une série l'année prochaine. Et il y en a qui disent que Batwoman pourrait être la nouvelle génération de séries de super-héros qui va remplacer Smallville et Arrow. J'ai hâte de voir ça avec Ruby Rose, une actrice que t'aimes bien, qui joue Batwoman, qui est peut-être un personnage qui est vraiment révolutionnaire. Là, parce que ça va être la première héroïne lesbienne qui va avoir droit à sa série, donc il faut quand même le mentionner pour ça. C'est pas que ça existe pas, il y a déjà des personnages gays qu'on a pu voir un peu à travers les séries, mais jamais principal. Là, ça va permettre d'emmener des nouveaux enjeux. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Mais bref, c'était une grosse nouvelle, je vais en parler parce que ça me touche beaucoup. C'est une série que je suis depuis le début. Et je l'ai partagé à beaucoup de monde parce qu'à l'époque, peu de personnes savaient que ça existait. Et quand j'ai découvert, j'ai commencé à partager. Et, bref, ça a été marquant. Donc je te laisse avec la prochaine nouvelle. Ouais, ben, dans les nouvelles un peu incongrues ou qu'on s'attend pas beaucoup à ce que ça arrive, il semble, écoutez, ça prend avec des pincettes, que Bohemian Rhapsody aurait une suite. Il y a quelque chose qui me surprend pas d'un, c'est que le film a rapporté pas loin de 800 millions, je pense pour un budget comme de 55 ou 60 millions, faudrait que j'aille vérifier. Ce qui est énorme, là. Le film était très rentable. Puis je suis sûr, au niveau des Blu-ray et des ventes sur iTunes, c'est incroyable. Puis la musique, tous les albums
ont dû monter. Bohemian Rhapsody, la chanson est rendue un dans les top 100 des chansons de Spotify les plus écoutées Ouais. depuis que le film est arrivé. Et le film, évidemment, a gagné 2 Oscars, puis dont plus un pour Rémi Malek. Fait que tout est là pour que ce film-là soit culte, malgré les critiques assassines et de plusieurs... pas de personnes de mauvaise foi, je serais pas d'accord, mais que plusieurs personnes n'ont pas aimé. Là, la nouvelle, ça se tape avec des grosses pincettes, là, c'est vraiment pas officiel. Il semble que le groupe Queen soit en discussion pour une potentielle suite. La suite se prendrait au départ de... Tu sais, dans le fond, à la fin du film, c'est pas spoilers, là, c'est le Live Aid, et le film commencerait directement après. Et là, on aurait le droit aux dernières tournées, aux derniers albums, et finalement à la mort de Freddie Mercury. Moi, honnêtement, je pense que c'est pas nécessaire. Déjà que le film est rempli de fausses informations. Depuis que la poussière est tombée de ce film-là, je vois de plus en plus de commentaires plus ou moins mitigés envers ce film-là. Fait que j'ai comme l'impression que c'est une balloune que... Ben moi je l'ai aimé, mais je veux dire, c'est une balloune qui est un peu trop gonflée là. Ouais, puis je comprends pourquoi que je comprends le monde. Je comprends le monde qui l'ont aimé, puis je comprends le monde qui l'ont pas aimé le film. Genre... Non, moi j'ai beaucoup aimé ça, mais je comprends là, tu sais. Puis le film sans ligne, je pense pas qu'il va y avoir une suite là. Ça serait comme... Ben, c'est pas la première fois qu'il pourrait faire un film sur une célébrité comme ça, mais en tant que tel, c'est assez rare. D'habitude, un film suffit. Mais y a-t-il un biopic qui a une suite? À moins que le film était vraiment pensé en 2 parts. Là. Ben, le film d'Elvis est en 2 parts. Mais il a été pensé de même. Ouais, il était pensé de même, effectivement, à la base, parce qu'il y avait trop de contenu pour juste faire un film. Ben ouais, Elvis... Fait qu'ils l'ont fait dans 2 parties. J'ai écouté d'ailleurs, il est très bon le film. Je l'ai écouté 2 fois d'ailleurs, parce qu'il joue à TV de temps en temps. Mais c'est rare, d'habitude un film suffit, mais des fois c'est pas évident quand t'as une carrière aussi grosse. C'est comme, il y a un certain temps, il parlait de faire un film sur Michael Jackson, puis il y en a qui disaient qu'il n'y aurait pas le choix de faire genre en 3 films. Parce que sa carrière est tellement complexe que s'ils veulent bien le montrer, il faudrait le faire en 3 parties. Puis j'étais comme pas contre l'idée, mais en même temps, ça fait un gros projet. Là. Moi j'ai l'impression que ça arrivera pas là. Ben pour l'instant je pense pas avec le scandale sur Michael Jackson, je veux pas qu'on en parle ici, mais... Je comprends. Puis c'est la source vient de playlist.net et c'est le gars qui aurait mentionné ça, c'est un des directeurs vidéo du band qui aurait mentionné ça. Alors écoute, on va voir, je sais pas. Je pense que c'est une mauvaise idée, mais je suis loin d'être la vérité infuse. Alors Mathieu, je te laisse aller avec ta dernière grosse nouvelle. Oui, petite parenthèse avant que j'oublie, on a parlé la semaine passée du film sur Céline Dion. Ils ont parlé qui allait faire René Angélil dans le film. Ouais, je t'ai tagué dessus là. Ouais, tu m'as tagué dessus, j'ai un blanc sur le nom de l'acteur, mais il est C'est très connu. Sylvain Marcel. Merci Sylvain Marcel, je l'aime beaucoup cet acteur-là. Ça va être drôle à dire, mais je l'ai découvert avec 45-0 Chemin du Golf, c'était une série comique québécoise qui faisait le voisin du personnage principal qui était joué par François Massicotte. Il faisait le voisin énervant, qui dérangeait tout le temps, qui prenait trop de place. Mais je l'aimais beaucoup, je le trouvais très bon. Hey, François, Puis il avait fini par quitter la série après quelques saisons pour aller avec des rôles plus complexes. Et il a prouvé que tu es capable de faire des rôles autant comiques que sérieux. C'est Jean-Michel Anctil qui avait pris Ouais, il a été remplacé par Jean-Michel Anctil qui faisait le même type de personnage très énervant. Mais je trouvais que Sylvain Marcel était mieux que Jean-Michel Anctil là-dessus. Et depuis ce temps-là, cet acteur-là a fait plein de rôles variés. Dans 19-2, là, il est excellent dans 19-2. J'ai pris dans 19-2, mais on m'a dit qu'il est excellent. Ah ouais, il y a un gag, là, ceux qui ont écouté la série, là, on frappe pas sur un pompier. Tout le monde aime les pompiers. Juste pour ce gag-là, c'est en tout cas. En tout cas, je pense qu'il ferait un bon René Angélil. Déjà qu'il ressemble quand même quand il était plus jeune. Reste à voir le résultat final, mais je pense que c'est bien d'avoir pris un acteur québécois parce qu'ils ont annoncé que ça va être un film anglophone, donc, mais réalisé par un Québécois. Donc si j'avais un prérequis à savoir si j'allais prendre des acteurs québécois pour faire les rôles, et ça part bien quand même de déjà prendre un acteur québécois pour faire un des rôles principaux. Mais c'est un film canadien. Ouais, c'est un film canadien, mais réalisé par un Québécois. Okay. C'est un film anglophone. Donc, ça veut dire que même la jeunesse de Céline va être en anglais. Ouais. De toute façon, je n'irai pas le voir. Fait que... Ben, moi je verrais pas au cinéma, ça c'est sûr, mais je serais curieux de le voir, effectivement. C'est quand même sur l'histoire du Québec, c'est une de nos plus grandes célébrités aussi, il faut le mentionner. En tout cas, s'il n'y a rien, on va peut-être aller le voir. Là. Je vais faire une parenthèse là-dessus, mais ma nouvelle, c'est sûr, on en a parlé un peu la semaine passée, c'est sur le nouveau film de Suicide Squad, qui veut vraiment un reboot. James Gunn en parle régulièrement ces temps-ci. Et là, on a parlé que Will Smith ne revenait pas. Et là, il y a un autre acteur qui a dit qu'il n'allait pas revenir. C'est l'acteur qui faisait Rick Flag, le général d'armée qui gérait la Suicide Squad, qui est un acteur qui s'est de plus en plus connaître, fait de plus en plus de rôles. Il a fait entre autres la série Carbone modifié sur Netflix, qui était très bon là-dedans. Il a dit qu'il n'avait pas été sollicité pour reprendre le rôle. Et la première nouvelle là-dessus, c'est que James Gunn voudrait remplacer Will Smith par Idris Elba, qui est un acteur très en vogue en ce moment que au cinéma. J'aime beaucoup. Qui a joué dans l'univers Marvel entre autres, donc il fait mieux que l'univers des comics. Ouais, puis il a fini.
théoriquement, il a fini. Parce que je pense pas qu'il revienne. Ben, je pense qu'il a tourné des scènes pour Endgame, en tout cas. Ouais, parce que dans Infinity War... Ouais, mais il y en a beaucoup dans Infinity War qui reviennent quand même dans Endgame, hein. Ouais, mais lui, il était pas en poussière, là. En tout cas, l'acteur qui fait Loki a dit qu'il revenait dans Endgame, fait que c'est pour donner une idée, là. Ah ouais? Ouais, il a dit qu'il a tourné des scènes pour Endgame. Merci pour le spoiler, c'est continue. Ben, désolé, là, ça fait des mois qu'il l'a dit, là, quand l'autre Avenger était sorti. Ouais, ça donne des flashbacks, là. Parce qu'il y en a qui étaient tristes, qui étaient plus là, fait qu'il a dit, oh, calmez-vous, j'ai des scènes dans Endgame. Ah, Calmez c'est sûr que c'est des flashbacks. Ça se peut bien. Mais en tout cas, tu vas poser quelle idée, c'est le boss serait le prochain Deadshot. Je suis pas contre l'idée. Même si beaucoup avaient chialé à l'époque qu'il avait pris un noir pour faire Deadshot, qui à la base c'est un Australien blanc. Moi j'ai trouvé que ça se prenait très bien pareil. On s'en fout honnêtement. Si on peut y acheter, c'est con à dire, mais un des petits détails du personnage c'est qu'il a une moustache. Si on peut y acheter une moustache, ça serait complet, puis je serais content pareil. Ouais, parce que The Suicide Squad, c'est quasi un reboot là. Ben la façon, c'est là aussi je vais aimer la nouvelle, il a annoncé tous les nouveaux personnages qu'il veut mettre dans le film. C'est tous des personnages plus ou moins connus. Ce qui rend ça intéressant. Là. Oui, et c'est tous des personnages plus ou moins connus, et entre autres de l'univers de Batman, on a entre autres Ratcatcher, qui est un ennemi secondaire de Batman qui se sert de, j'ai pas trompé, mais genre d'explosifs de gaz pour se battre. Il y a Polka Dotman, qui est un méchant russe qui se sert d'explosifs. C'est tous des mercenaires, c'est l'esprit. Au moins il n'y a pas Condiment. Il n'y a pas Condiment, mais ça aurait pu, parce que c'est l'esprit un peu de Suicide Squad, c'est qu'à la base, c'est qu'on prend des personnages ça ne dérange pas de voir mourir. C'est le problème un peu du premier film, c'est qu'on s'attachait à tous les personnages, donc tu voulais pas voir Harley Attacher Quinn... ses grands mots. Non mais tu peux pas voir Deadshot crever, tu peux pas voir Harley Quinn crever, tu peux pas voir Killer Croc crever. Là, ils se le permettent un peu plus. Entre autres, un des personnages, je suis content qu'ils veulent mettre, qui avait coupé au premier film parce que ça coûtait trop cher de budget, c'est King Shark. Ouais, un des méchants de Flash, je pense. Non, il est dans ses flashs, mais à la base, c'est un méchant d'Aquaman. Bah ouais, fait de sens. Ça fait du sens, ouais. Mais bref, oui, c'est un méchant d'Aquaman qu'on peut voir dans la série Flash, entre autres. Entre autres, dans le dernier épisode de la série Flash, on peut le voir. Qui est un homme requin, qui est le roi des requins, dans le fond. Qui avait été remplacé par Killer Croc dans le premier film Suicide Squad, parce qu'il avait dit que niveau budget, ça coûtait trop cher de le faire en CGI. Donc là, ça a l'air qu'ils vont le mettre pareil. Et je trouve que c'est une bonne chose. Ça veut sous-entendre plus ou moins que Killer Croc ne sera pas de retour. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce qu'il était sous-utilisé. Ouais, puis il faisait même pas 6 pieds. Il faisait pas 6 pieds non plus. Que là, ça pourrait être plus imposant, ça pourrait faire l'homme fort de la gang. C'est un peu le principe de King Shark, c'est lui qui fait comme la brute violente. Puis il a quand même une personnalité intéressante. Tu penses-tu que James Gunn, dans ce film-là, il est comme quasiment genre all-in, genre comme Warner sont comme gars, écoute, tu veux quoi? Ok, on te le donne, ok ça, je te le donne, on te le donne, on te le donne. J'ai comme l'impression qu'il laisse plus de liberté maintenant à ceux qui travaillent sur les films. Ben surtout que l'univers est comme plus lié, fait que... J'ai vraiment l'impression que sur ce film-là, ils veulent comme relancer un peu l'univers. Pour finir, il y a le personnage de Peacemaker qui va être dans le film, qui est un autre mercenaire. Que lui est intéressant parce qu'il y a des rumeurs qui disent que ce serait Dave Bautista Ouais, j'ai vu passer ça. qui le ferait. C'est un autre mercenaire. Puis Margot Robbie, elle reviendrait, hein, ce que j'ai lu. Elle a dit qu'elle reviendrait pour le film. C'est la seule date confirmée pour revenir. Tous les autres du casting de Suicide Squad, la plupart n'ont pas été confirmés. À part Will Smith puis l'autre qui a été refusé. Même l'actrice qui fait Amanda Waller n'a pas encore confirmé qu'elle revenait. Elle était bonne, elle. Elle était bonne puis elle fitait bien. J'aimerais ça la La revoir. chanteresse, elle reviendrait-tu, elle? Il n'y a pas encore de nouvelles de ce côté-là, mais c'est une actrice. Carole Delvine, là. C'est une mannequin qui fait de plus en plus de rôles au cinéma, mais que pour ma part, je trouve pas très marquante. Elle est juste jolie, là. Ouais, puis même si tu l'avais aimé dans Valérien, moi ça m'a pas autant marqué. Moi, je suis le genre de gars bizarre qui aimait ça. Mais en tout cas, Dave Bautista en Pacemaker, ça pourrait annoncer aussi la fin de Dave Bautista chez Marvel. Pas nécessairement. Lawrence Fishburne fait bien deux. Ouais, mais la question c'est est-ce qu'il revient dans DC? Je pense pas qu'il va revenir chez DC parce que les films de Superman sont annulés. Fait que d'après moi, on le reverra plus chez DC, c'est pour ça qu'il a accepté le rôle. Je pense que ça change rien. C'est rare que tu vois les deux simultanément, d'habitude c'est Ben, des grosses têtes d'affiche, tu le fais pas, mais des têtes... c'est des rôles secondaires, même si Dave Bautista... Ça pour dire que c'est plein de personnages secondaires qui veulent ajouter, ils veulent être vraiment dans l'ambiance de... On prend des personnages qu'on peut se permettre de tuer. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Puis c'est un peu le concept à la base de Suicide Squad, que j'ai vu aussi dans les comics, même si dans la version récente des comics, ils ont repris l'équipe du premier film qui a eu lieu, et qu'il les maintient en vie plus ou moins, même s'il y a des tourneurs des fois. C'est la base d'origine de Suicide Squad. Slipknot, il meurt aussi vite? Slipknot, il est même pas dans les BD récentes. Ouais, quel personnage oubliable. Ouais, ben... Je sais pas si à la base dans le comic c'est intéressant, mais dans le film c'était épouvantable. Ben écoute, je connaissais pas la base, j'ai fait mes recherches, puis je pense que j'en avais parlé à l'époque quand on avait parlé de Suicide Squad, mais c'est un méchant secondaire de Firestorm,
qui est un héros secondaire de l'univers de DC. C'est c'est troisième. Puis sa particularité, c'est que c'est un cambrioleur chimiste qui a découvert le moyen de créer des cordes indestructibles. Puis s'en est servi faire le crime avec. Bon. D'où le fait qu'il y a un grappin dans Suicide Squad pour s'en aller. C'est la référence. Quel héros. Il fallait un personnage qui creve, ils ont pris celui-là, ils ont pris n'importe qui, ils ont pris celui-là, il en fallait un parce que le principe de Suicide Squad, c'est qu'il y en a toujours un ou deux qui meurent. Même des fois, il y a même des BD qui finissent par crever, puis je pense dans le film qu'on aura le droit, ils vont remettre ça de l'avant parce que l'équipe a l'air d'être plus grosse, de un, parce qu'elle joue plein de mercenaires, et c'est tous des passages secondaires que sont pas très marquants en soi. Je sais pas si on va aller dans le côté humour, ça va être le fun comme un Guardian of the Galaxy, où on va... Avec James Gunn, je serais pas surpris parce que James Gunn aime ça, faire des trucs un peu déjantés. Ouais. Ah, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Là. Ce film-là, j'avais zéro hype jusqu'à temps qu'ils disent ouais, James, parce que c'est officiel qu'il le réalise. Là. La dernière fois qu'on s'en est parlé, c'était pas officiel, mais là c'est sûr. James Gunn, je suis sûr qu'il a comme un pouvoir infini sur ce film-là. Warner, là, Warner, vous avez frappé fort. Là. Ben, j'ai l'impression que là, Warner essaie de corriger un peu ses erreurs. Concentrez-vous à faire des bons films. Putain, Aquaman était la preuve que c'est possible, même si c'est la fin un peu de l'univers qu'on connaissait. Et Shazam qui s'en vient très bientôt est un autre test dans la mesure que là c'est comme la nouvelle génération des films. T'as-tu lu les retours un peu de... J'ai pas encore eu le temps de les lire. J'en ai lu un peu. Il y en a qui ont vraiment pas aimé ça, puis d'autres qui ont acclamé le film en disant ça fait du bien ce film-là, qui est vraiment le fun à écouter. Puis d'autres en disant que c'est un film complètement banal, complètement oubliable, puis qu'il tente de faire d'autres... Il essaie de faire du Marvel sans être capable. C'est drôle parce que j'ai vu la même impression pour le film qu'on va parler dans quelques instants. J'en ai vu tous les... Je vais en parler tantôt, j'ai vu toutes les sortes de critiques. Je suis sûr qu'on est pas pareil là-dessus. On en parlait, mais on va aller brièvement dans la zone box-office, parler de nos prédictions. Ouais. Donc allons-y sans plus attendre. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. Alors on est du côté box-office et ça va être assez bref, vous allez comprendre rapidement. Je vais laisser la parole à Max. Ben dans le fond, on n'a pas de prédiction pour la semaine prochaine. On a regardé, Mathieu a même vérifié pour être certain que je disais les bonnes affaires. Il n'y a rien, c'est juste des films complètement indépendants qui sortent dans des salles limitées. Il n'y a pas vraiment de films américains qui sortent marquants. C'est surtout des films soit canadiens ou extérieurs qui sortent. Mais rien que je peux comme avoir... Ce qui est fun du box-office, c'est les gros chiffres. Ouais. Puis là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais c'est normal parce qu'en même temps, Captain Marvel est comme un rang de marée en ce moment, il est en train de tout démolir sur son passage. Mais c'est le genre de film que tu peux pas compétitionner parce qu'il prend trop de place. Ouais, c'est ça, tu sors à rien aux alentours. À moins d'avoir quelque chose de vraiment solide là. Le seul film que j'aurais pu voir maintenant, c'est Shazam, mais on préfère se laisser une chance puis le mettre un mois plus tard. Ouais. Il sort quoi, le 11 ou le 12 avril genre? Début avril, fait que... Ça j'ai vraiment hâte qu'on ait le voir là. Ok, fait qu'on va retourner sur les prédictions. La semaine passée, Mathieu et moi on a prédit... des montants qui semblaient déjà exorbitants, puis il semble qu'ils ont surtout avec les retours du film là. On va y aller avec celui qui s'est planté le plus solidement, c'est Mathieu. Mathieu avait prédit 100 millions, ce qui me semblait complètement déraisonnable, parce qu'un Marvel, c'est un Marvel. Pourtant, j'avais étudié les critiques avant de faire ma prédiction. Ouais, ben ça a l'air que ça a pas... Écoute, on s'est planté solidement là. C'est ta faute à Hugo. Hugo, c'est de ta faute. C'est de ta faute, Hugo! Ouais, il est en technicien aujourd'hui. On l'a coupé au montage, on c'est notre coup d'heure. Merci Hugo! Cette voix off! Fait que Mathieu avait prédit... Alors Hugo, c'est quoi le résultat? Alors, Mathieu avait prédit 100 millions de dollars pour son premier week-end, ce qui est très bas. Et moi, pensant être plus wise, j'avais prédit 115 millions de dollars. Et il semble que ce soit pas du tout ça. En fait, le film a fait 153 millions de dollars à son premier week-end et 455 millions worldwide. On t'es pas si loin en tant que tel, mais quand même, 50 millions de différence. Ouais, hein, c'est juste des millions, tu sais, c'est quoi 50 millions? C'est des pinottes, là. Mais c'est ce qui fait qu'il y a une grosse différence quand même, mais c'est le deuxième film le plus rentable à son week-end aux États-Unis, en arrière de Black Panther, dans l'univers de Marvel. Ce qui en fait quand même un gros succès, le film va atteindre probablement les 800 millions en fin de run. C'est ce que je crois. Il n'y a personne, il n'y a pas de compétition, les critiques sont relativement bonnes, il y a rien que le public qui sont des caves, mais... mais c'est... ouais, c'est bien fait parce que le film va tomber en déclin quand Shazam va arriver, fait que ça va comme... On va repartir avec Shazam. Ouais, parce qu'on va avoir le droit au film de Captain Marvel, de Shazam. Ouais. Ouais, parce que ironiquement, le film s'appelle Captain Marvel, ben c'est Miss Marvel à la base, mais le film qui s'en vient au mois d'avril, c'est Shazam, mais à la base, il s'appelait Captain Marvel. Ouais.
Tout est dans tout. Je l'expliquais tantôt dans la non-spoiler. Fait que on n'a pas de podcast la semaine prochaine. Fait que c'est pas mal Ouais, ça. mais il y a d'autres gros films qui s'en viennent, comme on a mentionné. Il y a un film d'horreur, Nous, Ouais. qui sort la Us, semaine ouais. Us, Nous. Il y a un nom français? Ouais, c'est Nous. J'ai jamais entendu parler. Ouais, bref, qui sort la semaine prochaine, donc on va avoir déjà une prédiction à faire pour l'autre semaine. Sûrement aller le voir, là, j'espère. Ouais, il a l'air vraiment intéressant. La seule affaire qu'il y a, c'est qu'il sort la même journée que le jeu Sekiro. On- Ouais, faudra que je fasse un choix. Bref, on va du côté non-spoiler sans plus attendre. Let's go! Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Nous sommes de retour dans la zone non-spoiler et cette semaine on critique le film Captain Marvel, ou Captain Marvel en français. La petite nuance ici, il y a une lettre de, 2 lettres de plus je crois. Qui est le dernier film dans l'univers de Marvel actuellement. Marvel sort à peu près un film au 6 mois là. C'est comme il y en a 3 cette année, puis Avengers est le mois prochain, puis le prochain Spider-Man est en juillet, je pense. Ouais, puis t'as X-Men en novembre. Ouais, bah il compte pas. Il compte pas, ouais, mais bref. X-Men, Dark Phoenix sort à la fin de l'année. Ouais, Ah, tabarouette, c'est loin. il était censé sortir l'automne passé. Ah ouais, ils savent qu'il sera pas bon là, bro. Ben, ils font des retouches, tout ça. C'est comme New Mutant, il y a des chances qu'ils tombent directement sur la plateforme en ligne, puis... C'est-tu pas Hank Singer qui le fait le dernier? Non. je sais pas, je sais que c'est le grand Manitou des X-Men, lui, c'est sa franchise préférée. Ouais, c'est ça, je sais pas si c'est Mais ils les a toutes faites dans la nouvelle franchise, mais le dernier, j'ai pas regardé si c'était lui. Je sais que c'est tout le casting qui revient, là, mais j'ai pas regardé, il faudrait vérifier. Bref, c'est réalisé par un duo, par Anna Boden et Ryan Fleck. C'est la première réalisatrice pour un film de Marvel, mais elle n'est pas tout seule. Elle était évidemment accompagnée d'un homme. J'imagine que Anna, celle qui a fait Mississippi Les Grind. deux ont fait ils ont tout le temps fait des films ensemble. Ah, ben, ils ont fait Mississippi Grind et This Kind of a Funny Story. Ou si tu vois Time, c'est It's Kind of a Funny Kind? Story. It's kind? J'ai compris Time là. Ah, j'ai- Ok, mais c'est j'ai- correct, c'est pas grave. Il y a Zach qui a fini la kiss là-dedans. Pour vrai, il n'y a aucun de ces films que je connaissais, mais je les ai mis parce qu'il fallait au moins en mettre. Ça Là. se peut que je l'ai vu, parce que Zack Galifianakis, à un moment donné, j'avais un trip, j'avais écouté tous ces films, là, ça se peut que je l'ai vu. À moins que ce soit vraiment récent, là. Bref, c'est pas des gros réalisateurs en tant que tel, dans le sens qu'ils commencent à se faire connaître. Comme les frères Rousseau ont été à l'époque. Ouais, c'est ça exactement, puis là, ils sont en plein boom. Mais c'est un couple, Anna Brandon puis Ryan Fleck. Là. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est la première femme qui réalise un film de Marvel pour l'univers Marvel. Mais elle est pas tout seul, mais vraiment la première tout seul, ça va être pour Black Widow. Elle a déjà été choisie, la réalisatrice. Dans le casting, on a Brie Larson qui joue Carol Danvers ou Captain Marvel. On a Samuel Jackson qui est de retour dans le rôle de Nick Fury, qui était absent depuis un certain temps dans les films Marvel. On le fait voir brièvement dans Dernier Avenger. Mais ça faisait un moment là. Ça faisait un moment qu'il était mis en retrait. C'était-tu depuis Civil War? Concrètement? Ouais, je pense que c'est depuis... Ah non, il est pas dans Civil Non, il est pas War. dans Civil War, non, c'est depuis Age of Ultron. Tabarouette, hein? Depuis Age of Ultron. Il s'est donné un break, hein? Mais cette année, on va le voir dans Captain Marvel, dans Avenger, puis dans Spider-Man. On rattrape le retard. On sait qu'il va survivre. Ouais. Ouais, ben, c'est Samuel Jackson, hein. Je parlais de ça, petite anecdote, je parlais de ça avec du monde dans mes cours, puis il disait que Samuel Jackson, c'est un des rares acteurs noirs qui meurt jamais dans ses films. Parce que généralement, les noirs meurent tout le temps dans les films. Ben, il meurt dans Jurassic Park 1, je pense. Ah ouais, je pense que t'as raison, ouais. Je suis pas sûr, là, mais... Ouais. Ben, c'est, tu sais, un parmi combien? Ouais, c'est ça. Bref, il refait Nick Fury. On a, là, ça se peut que je dis mal son nom, mais tu nous rattraperas, Max. C'est Ben Mendelsohn qui joue Talos, ou Killer, qui est le chef des Skrulls, qui est une nouvelle race extraterrestre qu'on découvre dans ce film-là. Je vais aller un peu plus loin. On a Lashana Lynch qui joue Maria Rambeau, qui joue la meilleure amie de le personnage principal. On a Jude Law, qui est un des gros acteurs nouveaux dans le casting, qui joue Young Rug. Non, c'est le Rogue qu'il faut dire. Rogue, qui joue un commandant Kree, qui est comme le mentor du personnage principal. Et on a le retour aussi d'un autre personnage que j'aime beaucoup, qui est Phil Coulson par toujours Clark Craig, qui est le... Ce personnage a une histoire particulière parce qu'il a été créé pour les films. Il est tellement devenu populaire qu'après Avenger, quand il est mort dans le premier Avenger, si vous n'avez pas vu le premier Avenger, sortez de votre grotte. Et les gens avaient tellement chialé qu'il était mort qu'il a eu le droit à sa propre série, réalisée, produite par Josh Whedon, et qui est Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., qui va avoir droit à sa 6e saison cette année. Ils ont déjà annoncé la 7e, et que moi je trouve très bonne. Les premières saisons étaient pas super bonnes, mais avec le temps ça s'est beaucoup amélioré. Maintenant c'est d'une qualité exceptionnelle, et ça fait vraiment bien le pont avec les films. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, et j'étais content de le revoir, parce que comme j'ai dit, ça faisait depuis le premier Avenger qu'on a pas vu au cinéma. qu'on l'avait pas vu. Et là il revient lui aussi, comme pour Nick Fury, que les deux ont été rajeunis pour l'occasion, parce que pour le film en tant que tel, ben en fait
on va faire une affiche comme ça, puis je vais parler du résumé après. Mais faut dire que Samuel Jackson a 70 ans cette année. ouais, c'est ça. Je mentionnais un petit peu moins pour que je voulais le mentionner. Parce que c'est produit par Marvel Studios, sans surprise. Et c'est distribué par Walt Disney. C'est tous ceux qui gèrent les films de Marvel. Côté critique, Metacritic a donné 64% d'avis positifs pour la presse et 34% du public. Et ça, je vais le mentionner aussi, puis c'est le même cas pour Rotten Tomato. Avant même la sortie du film, il y a une vague énorme de critiques négatives qui sont sorties, à tel point que Rotten Tomato est en train de revoir son système de critique publique. Et d'ailleurs, ils ont bloqué pour Captain Marvel les critiques et même... Parce qu'à la demande de Disney, hein, ça dit en passant, là. C'est Disney qui a contacté en disant, écoutez, ça fait une mauvaise presse au film, puis le film est même pas sorti. Là. Puis Rotten Tomato ont fait un message là-dessus, et ils sont en train de revoir leur procédure, et entre autres, ils ont supprimé, je pense c'est 10 000 critiques d'un coup, que c'était tout juste du blastage, là, qui était sorti comme 2 semaines avant la sortie du film, juste pour... des commentaires misogynes. Tout ça, parce qu'il y avait un petit scandale autour de l'actrice principale aussi qu'on va mentionner. Mais tout ça pour dire que c'est pour ça que la critique publique est très basse, mais elle reflète pas nécessairement le résultat final, parce que si on se fie vraiment au résultat brut, quand on regarde les gens critiquer le film, c'est pas ce résultat-là qui revient. Mais bref, 34% pour Metacritic. Rotten Tomato est à 80% pour la presse, que je trouve quand même assez bien. Puis le public est à 59%, que je trouve déjà plus réaliste que 34%. Moi, je dirais plus un peu plus haut que ça, mais déjà là, je trouve que c'est déjà mieux que 34% qui est injustifié. Parce que je pense qu'au départ, il était comme à 31% la dernière fois que j'ai regardé, avant qu'il leur remonte. Là. Ouais, puis il était très bas, là, je l'ai suivi. Puis même Rotten Tomato, il était plus bas que ça, puis il a remonté un peu, là, parce que comme je dis, ils ont supprimé des critiques. Mais c'est assez dommage, ce genre de méthode-là. J'en ai vu entre autres sur Cinoche, le site québécois des critiques. Le film n'était pas encore sorti, il y avait déjà des critiques qui disaient que le film était mauvais. Puis dont 2 critiques, c'est le même gars qui avait écrit 2 fois une critique. Ah, écoute. Puis je trouvais ça dégueulasse, là. C'était genre coté 0.5 étoiles ou 1 étoile. Il écrivait quoi dans les commentaires, y a-t-il une raison? C'est genre le film est mauvais, ça vaut même pas la peine de le voir. Je trouve ça vraiment dommage. On est rendu quasiment en 2020, puis à quel point que on pense qu'on avance, mais pas tant. C'est dommage parce que je comprends il y a eu un scandale, là, on va le mentionner tout de suite. En fait, on va finir notre fiche. Moi, j'aurais pas eu de problème si le film il aurait été vraiment mauvais. Tu sais, mettons, on aurait été... Ouais. T'as le droit d'être déçu, t'as le droit de pas aimer le film. Mais là, de là... Parce qu'on sait que l'intention en arrière, il est pas honnête. C'est on va ramasser le film parce qu'il y a une femme en tant que super-héroïne. Puis Chris, ça a pris 22 films avant qu'il y en ait un, tabarnak. Tu sais, à un moment donné, le monde peut tout sortir la tête du sable. On vit dans un monde où on essaie d'être tout égal, puis il y a du monde complètement misogyne, arriéré, qui s'entête absolument à démolir un film parce qu'on essaie de mettre une femme en avant. Moi, je trouve ça scandaleux, puis ça me fâche, parce qu'après ça, c'est dur de pas trouver le monde épais. C'est dur de pas généraliser puis de dire que tout le monde c'est des abrutis. Mais écoute, il y en a plein qui croient pas au vaccin, il y en a qui sont croient à la terre est plate. Il y a des groupes de ça, c'est dur de... Pour vrai, ça vient me chercher personnellement, parce que je trouve que c'est... Tu sais, je comprends pas qu'il y a encore du monde qui pense ainsi de même, ça me fâche complètement, ça me dépasse, puis ça me fâche. J'espère tellement qu'un jour, on va être capable d'être au même pied Ça me fâche sincèrement. Ça me fâche aussi, puis je trouve ça dommage, mais je sais qu'en même temps, il y a une haine, parce que l'actrice était un peu... je sais, elle s'est mal exprimée en prime abord pour la promotion du film en disant qu'elle voulait ça avait été compris que la façon que ça avait été compris, c'est qu'elle voulait juste des critiques féminines, mais en fait ce qu'elle disait c'est qu'elle voulait juste plus de femmes pour critiquer. Ouais, puis et du monde de toute nationalité qu'un homme blanc. Puis je suis d'accord avec elle parce que ça se résume tout le temps à ça. Oui, puis je comprends pas pourquoi ça coûte autant d'ampleur pour ça, puis il y a une haine autour de ça, puis il y en a beaucoup qui ont blasté l'actrice sur Twitter puis Instagram, ces affaires-là. Elle méritait pas ça. Non, elle méritait pas ça. On a juste à penser à, justement, comment elle s'appelle la fille qui va faire Batwoman? Batwoman Ruby Rose. Ben, crime, elle a dû fermer ses comptes parce qu'elle se faisait insulter parce qu'elle allait jouer un personnage de Batman. Tabarnak! Ça n'a pas de sens, honnêtement, là. Je trouve ça dommage. J'espère que ça va s'améliorer parce que là, c'est quand même une première pour ce film-là. En tout cas, sachez que nous, on est pour l'égalité, autant femmes, que ce soit n'importe quelle nationalité. Pour nous autres, c'est quelque chose d'important. Puis quand un film fait des efforts concrets là-dessus, on va le mentionner et on va l'applaudir. Oui. Malgré la qualité du film. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui, pas juste parce que c'est un film Marvel, mais parce que c'est un film qui est marquant pour ce qui est à la base, c'est de mettre à l'avant les femmes. C'est une étape importante. Puis tu sais, Warner l'ont fait avant, puis ils l'ont bien fait.
Je trouve que Disney, c'est correct, ça a été un peu long, mais au moins c'est fait, tu sais. Non, puis ils vont continuer à s'aligner là, ils ont déjà prévu d'autres films de ce genre-là. Puis l'affaire qui me réjouit là-dedans, c'est que le film marche fort, genre, mais vraiment fort. Fait que si c'est comme un gros gars, fuck you, là, le monde en général, ça reste que le monde en général ont été voir le film parce qu'ils voulaient voir un film de Captain Marvel. Effectivement, effectivement. Pour continuer, pour pas rester juste là-dessus, je te laisse aller avec le budget. Ouais, le budget, on parle d'un film de 150 millions, c'est classique. Ouais, là, c'est Marvel. c'est pas Avengers quasiment à 300 millions, là, Ouais. mais c'est 150 millions, c'est... Même si je me demande vraiment où qui est utilisé ces 150 millions-là, mais on reviendra. Et à date, comme je disais tout à l'heure, ben là, le box-office général, en ce moment, worldwide, est rendu à 456 millions. Une des raisons, je pense, du budget, c'est la technologie de rajeunissement qui a été utilisée pour au moins 2 acteurs. C'est vrai. C'est vrai, C'est- parce que Samuel Jackson, c'est bluffant. Hein, Puis même Clark Craig, là... Il est pas là longtemps, mais... Ça paraît là, puis je veux dire, tu sais, d'habitude on voyait ça une scène ou deux, mettons dans Pierre des Caraïbes ou d'autres films de ce genre-là, mais là dans ce film-là c'est du début à la fin avec Samuel Jackson, c'est pas évident là, je veux dire. Ouais, puis je pensais pas qu'il était un personnage secondaire littéralement. Je pensais qu'il allait... J'ai pas regardé la deuxième bande-annonce, j'ai rien qu'écouté la première parce que j'essaie d'en voir le moins possible maintenant. Puis je suis resté comme bête, je fais « Oh, Chris, il est là tout le long du film. » Et c'est un personnage super important. Là. Ouais, c'est vrai. Pour mettre en contexte, le film c'est quoi? Bien, c'est l'histoire de Captain Marvel, qui est une super-héroïne femme, qui dans le fond est Carol Danvers, qui est une pilote d'aviation dans les années fin 80, et qui suite à un accident, elle va perdre la mémoire et se retrouver sur la planète des cris, et elle va se retrouver à avoir une formation de soldat cri. Et dès le début du film, elle va avoir une mission qu'elle va devoir retourner sur Terre. Dans Et les elle va- années 90, je pense. Ouais, des années 90, et elle va commencer à chercher un peu son origine, et en même temps elle va être pris dans une espèce de mission qui a un impact sur l'univers complet, qui peut vraiment changer la donne, et donc elle va être embarquée là-dedans, et elle va croiser des personnages qu'on était déjà habitués de voir, dont un jeune Nick Fury, qui n'a pas vraiment d'expérience, qui est un simple agent, il a ses 2 yeux, Il y a des gags avec lui, là, qu'on reviendra, là. effectivement, et donc c'est ça, c'est autour de ce personnage-là. Donc, on va avec notre critique générale du film. Mais, ah oui, je voulais mentionner une anecdote avant que j'oublie. L'actrice principale, Brie Larson, est à demi-québécoise, je sais pas si tu le savais. Ah, non, tu m'en prends Non, pas. c'est une franco-canadienne à la base. Et elle a une partie de sa famille qui est québécoise. Et dans le fond, elle a changé de nom parce que son nom sonnait trop francophone. Mais son vrai nom, c'est Brianne Sidonie Desaulniers. Ok. Ouais, elle a changé de nom quand elle est devenue actrice pour que ce soit facile à prononcer. Ouais, on est loin, là. Parce que son nom sonnait vraiment francophone. Là. Et donc de la famille franco-manitomienne et de la famille franco-québécoise. Et elle a un peu elle a pas mal perdu son français, vu que maintenant elle vit toujours aux États-Unis. En entrevue, ils ont demandé si elle parle encore français. Elle dit qu'elle comprend quand même bien, mais elle parle plus vraiment de français. Mais je trouve ça drôle comme anecdote de mentionner ça parce que dans les 3 super-héroïnes, dans les 3 super-héroïnes, dans plusieurs passages féminins principaux dans les films de Marvel, ce sont les actrices canadiennes qui choisissent. Entre autres, celle qui fait la guêpe, c'est une actrice canadienne aussi. Ouais, moi je l'ai lu. La copine de Doctor Strange, c'est une canadienne aussi. Rachel McAdams. Ouais, Rachel McAdams. Puis j'en ai pas d'autres en tête, mais j'ai cité quelques autres qui je trouve ça bien quand même, qu'il y a une variété culturelle de ce côté-là. Mais c'est ma petite anecdote. On va avec notre critique générale, je te laisse y aller. Moi j'étais pas overhypé pour ce film-là, j'avais hâte parce que je savais que c'était le film qui faisait le pont entre Avengers puis elle. Et j'avais quand même apprécié les bandes annonces, la première bande annonce. J'avais aimé la première. Je trouvais l'esthétique intéressante, j'aimais le contexte des années 90. On commence le film puis elle est dans un blockbuster, ça donne le ton. Ouais. Dans l'ensemble par exemple, j'ai trouvé que... Je suis comme sorti du cinéma pas trop sûr. J'ai aimé ça, mais j'ai pas capoté. Je te dirais que je trouve que le film a pas les qualités... Tu sais comme... Ok, je vais essayer de m'expliquer comme il faut. Quand j'ai vu Iron Man pour la première fois, le tout premier, Ouais. j'avais l'impression que Tony Stark était Robert Downey Jr. J'avais vraiment l'impression que c'était le rôle de sa vie, puis que ce personnage-là fitait tellement que c'était parfait. Brie Larson, je trouve que... J'ai pas l'impression que j'ai droit à Captain Marvel comme Chris Hemsworth peut être à tort. C'est une affaire qui m'a comme titillé, puis je trouve vraiment qu'il manque... Je sais que le personnage est entraîné dans le film pour être comme no emotion, puis travailler dessus, mais je trouve vraiment qu'il manque de quoi qui me... Je trouvais que tout le monde autour était super attachant, mais elle manquait un peu de chair autour de l'os, puis tu iras après. Non, C'est quelque chose qui m'a... J'ai trouvé son origine de costume un peu douteux aussi. Mais dans l'ensemble, je trouve vraiment que Jude Law a l'air d'avoir vraiment beaucoup de fun dans le film. Samuel Jackson, lui aussi, il a l'air d'avoir... Tu sens qu'il est vraiment à l'aise dans son personnage. Puis je trouve vraiment que c'est intéressant de voir les origines du perso. Dans l'ensemble, le rythme il est bon. Je trouve juste que l'action
il en manque en fait. Je trouve que les scènes, il y en a quelques scènes d'action, mais il n'y en a pas une que j'ai fait, ah oui, cette scène-là, même la scène finale, je suis resté comme, ah c'était correct là, mais ça aurait pu être encore plus spectaculaire pour un spectacle de Marvel. Puis j'ai même trouvé que les post-crédits même eux autres m'ont laissé un peu sur ma faim. Il y a comme des affaires on va en parler dans son spoiler, sur falloir que tu m'éclaires parce qu'il y a quelque chose pour moi qui marche pas dans le film, puis tu m'expliqueras. Probablement que tout a la réponse. Mais dans l'ensemble, c'est un bon film. J'ai apprécié, j'ai passé un bon moment, j'ai été diverti. Le chat me fait rire comme c'est pas possible. Le chat, oui. Mais je suis un peu déçu. Fait que je te laisse y aller maintenant. Moi non plus, j'avais pas de temps d'attendre ce film-là, même si la première annonce m'avait capté. C'est pas un héros que je connais beaucoup à la base. Et c'est bon de mentionner que tu l'as vu en avant-première. Hein? Oui, j'ai vu en avant-première, vraiment en vrai avant-première, c'est un mercredi soir, puis c'était pour avant-première journalistique. Il y avait d'ailleurs la journaliste de Cinoche qui était là. Ah oui, Il y avait, ben, j'ai vu c'était réservé pour... Cinoche, ok, ouais. Mais quand j'ai voulu me retourner pour retrouver le siège, c'était tout plein, fait que je me souvenais plus c'était où. Mais elle était là, Mais j'ai oublié de la voir, puis tout, mais en tout cas, c'est un autre détail. Mais bref, j'ai vu en avant-première, en français, mais pas en 3D. J'aurais quand même voulu le voir en 3D, mais c'est pas grave. Ça a l'air que c'est épouvantable la 3D parce que le film, il y a trop de scènes sombres, puis que ça dérange vraiment. C'est vrai que le film part quand même assez sombre aussi. Mais bref, c'est un film que j'avais pas tant de hype, puis comme je dis, je connaissais pas tant le personnage, je connais l'origine, je l'ai connu à travers d'autres BD ou d'autres séries animées entre autres. Je connaissais son origine, sa vraie origine de base. Je m'attendais à quelque chose d'un peu différent parce que je voyais que ça allait dans d'autres directions. Puis je sais que ce personnage est rendu central dans l'univers des comics. C'est rendu la nouvelle leader des Avengers dans les comics. Donc je comprends qu'il était temps de la ramener dans les films. Et donc pour le film en soi, j'ai aimé ça. J'ai été diverti. C'est pas le méga film en soi, il y a des défauts. Mais je mettrais pas tout ça sur le compte de l'actrice en soi. J'ai trouvé que la réalisation avait des problèmes du côté de la réalisation. On a voulu mettre beaucoup de choses à la fois dans le film. Et à un moment donné, il y avait un peu de saturation. Je trouve que le film manque d'audace aussi. Un peu d'audace, puis ce que j'ai l'impression aussi, c'est qu'ils ont voulu raconter plus qu'une histoire à la fois. Parce que c'est pas juste l'origin story de Captain Marvel, mais c'est aussi celle de Nick Fury. Parce que quand on commence le film, Nick Fury, il n'a pas vraiment d'expérience, c'est un agent de seconde zone, il connaît pas les extraterrestres, tout ça. Et à travers le film, on va développer son histoire aussi. Ce qui fait en sorte que par moment, le personnage de Captain Marvel est un peu en retrait. Ce qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'elle est moins bonne, moins marquante. Moins importante. Ouais. Voilà. Et c'est ça aussi que j'ai remarqué dans les critiques, qu'ils n'ont pas tous remarqué. Ils mettent beaucoup l'emphase sur le fait que l'actrice joue mal. Elle joue pas mal. Là. Mais je trouve pas que c'est tant son problème à elle. Je dis pas que c'est 100% bonne, mais je dirais qu'il y a une partie que c'est à cause de la réalisation. Ils ont pas voulu laisser la place qu'elle aurait dû avoir dans ce genre de film-là. Mais elle manquait... Tu trouves pas qu'elle manquait de face, là, tu sais, genre de réaction? C'est ça que j'allais ajouter, elle manquait un peu d'émotion. C'est pas la plus marquante, mais en même temps, elle faisait un soda un peu... un soda avec un véhicule très sérieux. Et c'est pas la première fois qu'on voit un personnage de même. Ça avait été critiqué un peu pour Superman à l'époque avec Man of Steel. Il souriait jamais. Il y en a qui trouvaient ça comme... très sombre pour rien. C'est parce que ça manque d'humanité en bout de ligne. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu le commentaire ici on fait, c'est que oui, elle manque un peu d'émotion, mais en même temps, elle n'a pas tant la place pour développer ses émotions dans le film, ce qui est ironique à dire, parce qu'il y a tellement d'éléments dans ce film-là. Mais dans l'ensemble, elle se prend très bien, j'ai trouvé quand même marquante en soi. Mais je pense que c'est un personnage qui va apprendre à évoluer. Oui, effectivement, il va pas... Il faut qu'elle déniaise, là. On dirait qu'elle marche avec un balai dans le cul, là. Elle a besoin d'un peu plus, je trouve. Tu sais, c'est pas tous les héros qui ont réussi à marcher ce premier coup. Là. Je prends exemple, entre autres, de Thor. Le premier film a été quand même assez mal reçu. Ben, mal reçu, il a été mitigé. Il était rentable, là, c'est pas le problème. Mais au début, la performance de Chris Hemsworth avait été pas si marquante que ça, le premier film. Puis il y en a beaucoup qui étaient quand même pas sûrs si c'était finalement une bonne idée de prendre lui pour faire Thor. Je sens un peu le même principe ici, dans le sens, est-ce que c'est la bonne actrice? Moi, je pense qu'on peut pas juger juste avec ça. Il faut laisser quand même du temps. Thor c'est quand même pris 3 films avant qu'on l'accepte vraiment comme il est. Même s'il y a eu Avenger aussi. Mais il reste que ça a pris du temps avant qu'on accepte l'acteur en tant que Thor. C'est un exemple que je donne parmi tous ceux qui ont eu lieu. C'est comme un peu, il y en a beaucoup qui critiquent l'acteur qui fait Ant-Man en disant qu'il ne cadre pas dans l'univers des Marvel. Il est trop vanné, là. Ouais. Mais reste d'ensemble, c'est pas tant un problème. J'ai adoré revoir Samuel Jackson, même si son personnage est quand même différent de ce qu'on est habitué de voir. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de vécu. Il est beaucoup plus léger qu'avant. Sa vision est différente. Sa vision est différente, c'est un peu le comic relief du film. Il sort beaucoup de gags à travers le film, ce qui est un peu particulier parce que dans les autres films, quand il était avec l'expérience, oui, il y a quelques petits gags, mais c'est plus lui le mentor, c'est plus lui le gars qui remet le monde à l'ordre. Et là-dedans, c'est un peu l'inverse, il se laisse aller, il s'amuse. Beaucoup ont critiqué ça. Je peux comprendre, mais moi je l'ai accepté comme c'était. Un personnage sans expérience. Ouais, moi aussi, je savais pas qu'il y avait du monde qui avait critiqué ça. Ben moi, je me suis amusé à lire toutes les sortes de critiques qu'il y avait. Sinon, c'est ça, les combats, je les ai trouvés quand même
correct, mais c'est pas le truc le plus marquant. Mais ça m'a fait penser encore une fois à Thor. Dans le dernier Thor, c'est aussi un truc qui avait été critiqué, même si ce film il est super bien apprécié, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de combat dans Thor. Les combats étaient très courts. Ils étaient marquants là, les combats, mais ils étaient très courts. Entre autres, le combat contre Hulk en plein milieu du film, il dure quoi, 4 minutes, 5 minutes dans le film, même pas. Dans Avengers 1? Non, dans Thor Ragnarok. Ah, qu'est-ce que t'as dit juste Ah, Thor? excuse. Je cherchais lequel tu parlais. Là, Dans Thor Ragnarok, en plein j'ai un exemple, le combat contre Hulk en plein milieu du film, il est pas très long, là. Ça prend quelques coups, puis il tombe à terre, puis... Ouais, ben, je trouve que c'était assez. Ouais, C'est peut-être moi qui ai fait ça. j'avais peut-être plus d'attente de ma part pour ça, mais j'avais apprécié, j'ai adoré ça. Mais ça peut ici, ce qu'on retrouve, c'est que les combats sont assez brefs. Sont pas super marquants, mais sont quand même bien pour ce qu'ils sont. J'aime le fait qu'on va dans l'espace, qu'on va dans le côté galaxie. On exploite encore un peu plus l'univers, on se limite pas juste à New York, qui est une force du film en soi. Parce qu'à aucun moment dans le film, on mentionne New York ou on est à New York. Ce qui est bien parce que la plupart des films de Marvel se dégoulaient à New York. Donc là, c'est bien qu'ils commencent vraiment à s'éloigner de plus en plus avec ça. J'aime vraiment ça pour ce côté-là. Mais dans l'ensemble, c'est un bon film, injustement critiqué, qui vaut amplement le détour. Il y a beaucoup de choses que je vais mentionner, mais ça spoilerait des choses. Donc je vais garder pour la dernière zone, la zone non spoiler. Je rajouterais peut-être une dernière affaire avant de changer. J'ai aimé beaucoup les messages féministes dans le film. Il n'y a aucune histoire d'amour de un. On voit une jeune fille regarder Captain Marvel dans les airs, qui est comme montrer aux femmes, aux jeunes filles, écoutez, il y a de l'espoir, vous êtes là pour prendre votre place. J'ai trouvé ça super beau comme message là-dessus. Tu me fais rappeler, je l'ai mentionné que le film il y a quand même un message féministe, sauf que c'est pas la même chose que pour Wonder Woman. C'est mon point de vue, puis je suis pas le seul à ce que j'ai pu comprendre. Wonder Woman c'est quand même beaucoup plus poussé là-dessus, sur le côté féministe. Ici ils l'ont mis, mais vu que le personnage est quand même en retrait à plusieurs moments, ils ont pas trop poussé cet élément-là, juste assez pour qu'on le remarque, mais c'est pas tant... autant présent ce qu'il disait à la base, dans le sens que le film voulait se porter comme étant le porte-étendard des films de femmes super-héroïnes, ouais. Puis dans ce cas-ci, oui, l'élément est là, mais pas assez. Vu que, comme je dis, le film, il y a tellement de stock dedans qu'à un moment donné, c'est dur de tout balancer. Et dernière chose, tu dirais-tu qu'elle est trop overpower? Ben, c'est un débat qui est actuellement sur les réseaux sociaux, puis c'est drôle parce que personne ne mentionne Hulk dans tout ça. Et je considère que Hulk étant le plus puissant héros, à mon sens, de Marvel, même dans les films. Je te dirais que Thor est plus fort que ça, ouais. Thor donne l'impression d'être plus fort dans le dernier film parce qu'on voit pas Hulk se battre, mais il reste que Thor a fait à peu près les mêmes dégâts que Hulk a fait à Thanos. Il a pas tant blessé Thanos. Mais son marteau, effectivement, a l'air encore plus puissant. Mais en règle générale, je trouve que Hulk est plus fort que Thor dans la plupart des films. Là. Même si ça fait souvent match nul, ils font tout le temps pour que ça fasse un vrai match nul. Je trouve ça que Hulk étant le plus fort, c'est ce qui le met plus en retrait parce que sinon ça débalancerait les combats. Mais dans le sens ici, c'est juste qu'on l'a vu tout seul, Captain Marvel. Donc on a l'impression qu'il est overpower. Mais dans un tout, oui, elle va être intéressante. Il y en a qui disent que c'est un Dux Machina qu'on appelle. C'est comme une arme secrète qu'on ajoute pour régler un problème. J'ai pas l'impression que ça va être juste la seule solution pour l'Avenger. Ça fitterait pas tout simplement. Mais c'est clairement elle qui va botter le cul à Thanos. Elle va aider à péter la gueule à Thanos, mais j'ai pas l'impression que ça va être le seul élément clé du film. Elle va emmener au résultat final. Mais le film ne pourra pas se poser juste là-dessus parce que ce serait con de servir de juste un personnage quand on a tellement disponible. Ben ouais, c'est sûr. Entre autres, il y a Ant-Man qui revient aussi, donc Puis t'as-tu vu ce que Kevin Feige a répondu par rapport à l'émetteur que Samuel Jackson a, puis il demande pourquoi il l'a jamais utilisé avant le... Ben j'ai lu plusieurs théories là-dessus. Là. Samuel Jackson et Kevin Feige ont expliqué leur raison. Ah ouais? Samuel Jackson a dit on l'utilise vraiment en temps d'urgence, puis il disait qu'il y avait assez d'Avengers, c'était suffisant pour pouvoir contrer Loki dans le premier film Avengers. Et dans Kevin Feige, il a juste dit que qu'il a pas essayé de l'appeler. Tu sais, qui dit qu'il a pas essayé de l'appeler tout le temps là, juste que ça va pas nécessairement dire qu'elle va répondre. Là, Effectivement. Écoute, on a pu le mentionner dans le côté spoiler, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas tant spoiler là. C'est pour ça que je dis que c'est pas tellement grave, mais je l'aurais quand même mentionné dans le côté spoiler pour ma part. Mais bref, on va du côté spoiler, je pense. Ouais, moi je suis. Alors, allons-y sans plus attendre. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler, et là on va parler de Captain Marvel, du film, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, ce qui nous a dérangé. Je commencerai par un élément... en fait, on va commencer par l'actrice principale, après j'irai avec les autres affaires. Mais on va parler de Brie Larson dans le rôle de Captain Marvel. T'as l'air d'avoir été assez mitigé de ce côté-là. Ouais, il y a beaucoup de moments que je trouve que le personnage manque d'émotion, manque d'âme. Autant, je sais pas,
quand elle retrouve son ami, je trouve que elle manque... Je sais pas, il y a quelque chose qui, tout le long du film, tu sais, à part je la trouvais super belle, là. Tout le long, je suis comme, maudit qu'elle est belle, cette femme-là. Mais je trouve que l'accomplissement, l'évolution du personnage, même quand le combat avec Jude Law, ou quand elle est dans le métro, ben, un genre de métro intergalactique, je trouve que le personnage manque de marcation. Elle a rien pour que je fasse, ah ouais, elle est fucking cool, là. Tu sais, genre, je trouve pas qu'elle pue la classe, je sais pas comment le dire, je trouve que... Toutes tes expressions, des fois. Là. Ouais, mais... Non, j'aime ça, j'adore tes expressions. Mais il manque un petit quelque chose qui ferait que le personnage m'attacherait vraiment à elle. Puis j'aimerais tellement ça d'avoir trippé. On dirait, j'ai eu le même problème avec Black Panther. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème là. Je pense pas que tu as un problème en tant que tel, mais quand on veut juger un œuvre, faut comprendre tous les aspects. C'est pour ça que j'ai dit que je trouve que c'est pas juste la faute de l'actrice. Non, je suis d'accord. Il y a un côté de réalisateur aussi que là-dedans, je sens que, comme je dis, ils l'ont mis un peu de côté parce que l'histoire, il y a beaucoup de stock. Mais je trouve qu'elle manque de mise en valeur, puis que quand il arrive une situation qu'elle perd un peu le contrôle, qu'on la mette vraiment de face. Et je fais juste une parenthèse, le moment qu'elle frappe une grand-mère, là. Oui. J'ai tellement ri tout seul, là. Il y avait personne qui riait dans la salle à part moi qui était mort. Et excuse-moi, je fais une dernière parenthèse puis après j'arrête. Il est arrivé quelque chose qui m'est jamais arrivé avant. C'est la première fois... Puis c'est dans tes culottes. Non mais genre, je suis allé quoi au cinéma peut-être 200-300 fois dans ma vie. Puis... Oh, j'en ai peut-être 200 là. En tout cas, bref. Moi j'étais la rangée en arrière du D-Box. Ouais. Puis il y a une famille d'un qui est arrivé quasiment en retard pour le film. Il y a une famille complète qui ont pris comme les 7 bancs, ok? Ouais. C'est pas grave. Puis, il y avait un jeune garçon, une mère puis une grand-mère qui était devant moi. Et le jeune devait aller à la toilette. Moi, j'ai aucun problème. Écoute, le jeune, faut qu'à la toilette. C'est correct, là. Je veux dire, je ferai pas un cas. Mais c'est pas ça. C'est que le jeune est revenu avec sa mère. Puis, elle a mis le petit gars sa grand-mère. Je suis comme, ok, pourquoi? Ok, bon, c'est correct. T'as payé un des box à 20$. Pourquoi tu laisses sa grand-mère? La tabarnak, elle pogne son cellulaire. Elle active quelque chose, puis elle prend une photo avec un flash, pendant que tout le monde écoutait le film. T'as vu 3 gars faire « Mais qu'est-ce que tu fais? » La fille a pris une photo devant nous, elle a été sur son sel tout le long du film. Asti, je l'ai avargé. T'aurais dû lui faire un commentaire, moi je trouve ça inacceptable. Oh ouais, elle a pris un flash, là, j'ai vu, la flash m'a ébloui. C'est sûr, c'est la photo, tu me vois en arrière faire. Je sais pas si c'est dans quel film récemment, mais on était là au cinéma, je sais pas si c'était avec moi, mais il y avait des filles devant nous. Je sais pas si c'était avec toi, Q1, ça me dit rien. il y avait genre 2-3 filles qui étaient devant nous, puis ils étaient sur 7 le long. Puis je regardais, puis ça me gossait, parce que je voyais la lumière dans leurs écrans, puis là, j'aime, qu'est-ce que tu fais quand t'es au cinéma, bordel de merde? Tu payes pour ça, là. Écoute, ça m'énerve à chaque fois que je vois ça, là. Bref, on venait au film. Excuse-moi, fallait que j'en parle, c'était inusité, je trouvais. On va parler aussi, là on a parlé de Brie Larson, on va en reparler c'est sûr tout le long de la critique. On va parler du contexte de l'histoire aussi. Moi j'avais lu quand même 2 bandes annonces. Disney était fort là-dessus parce qu'ils nous ont fait croire des choses qui n'étaient pas le cas dans le film. Ah ouais? Parce que dans les bandes annonces, c'est l'impression que c'est des Skrulls, les méchants. Ah ouais, ok, ça se peut. Parce que dans les scènes, on voyait qu'il y avait des guns, ils tiraient ou qu'ils attaquent la grand-mère, puis ils pètent la gueule à la grand-mère. C'est comme tout le temps pour montrer l'aspect que c'est des Skrulls, les méchants. À un moment donné, ils sortent de l'eau, puis ils sont genre avec des guns. La mise en scène était faite en sorte pour nous faire croire que c'était des Skrulls, puis finalement c'était la twist de l'histoire, c'est que c'était les cris les méchants. Ah ouais. Et j'ai vraiment été surpris. Est-ce que dans l'origine de Captain Marvel c'est le même? C'est une petite chose qui a un peu changé, parce que les Skrulls, autant que les cris des Skrulls, c'est 2 races qui sont plus ou moins méchantes. Ils s'entretuent pour l'univers. Là-dedans, ils ont voulu comme nous surprendre, et surtout aussi du fait que Jude Law, qu'on va parler un petit peu plus loin, jusqu'à toute fin, il n'a pas mentionné quel personnage qu'il faisait. Donc il y en a beaucoup qui pensaient qu'il faisait Captain Marvel. Le premier Captain Marvel, parce que c'était un homme à la base. Mais à la dernière minute, il a annoncé c'était qui son personnage. Et là, c'était surprenant, mais ça cadre quand même, je veux dire, dans l'univers. Mais il reste que ça a mis le ton aussi, dans le sens que son personnage est méchant. Donc, on comprenait maintenant la twist. Je l'ai deviné vite, ça, qui était méchant. Je m'en suis douté rapidement. Je sais pas toi, là. Ben, j'ai vu un caractère dès le début, je le sentais fermé envers Captain Marvel. Mais honnêtement, pour Jude Law, c'est un acteur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il était annoncé qu'il allait faire Sherlock Holmes 3. Wow, 2021. 2022, ouais, je pense, 2022, ouais. Ouais, c'est loin. Dans le fond, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Mais là-dedans, j'ai trouvé quand même assez effacé. Moi, mais quand il est là, il crève l'écran puis il y a du fun, genre. Ben, il est quand même marquant, mais je veux dire pas de ligne de texte marquante. Quelques scènes d'action, mais c'est pas la grosse affaire. C'est pas un Lucky, là. Non, c'est ça. Son regard m'a perturbé parce qu'ils ont mis des verres de contact, là. Ils n'ont pas peinturé en bleu, bizarrement, mais ils ont mis des verres de contact. Mais dans l'ensemble, il m'a pas trop marqué du Jude Law, j'ai trouvé ça un peu dommage. Je le trouve meilleur que dans... voyons...
dans Fantastic Beasts. Ah, tu vois, moi je pense l'inverse. Ah ouais. Parce que je trouve qu'il a réussi à refaire un très bon Dumbledore qui était pas évident parce que c'est un acteur britannique de 5 étoiles qui a fait Dumbledore pendant plein de films. Il reprend un tel rôle comme ça, c'est lourd. Ouais, je suis d'accord. Puis il est quand même très bien réussi. Moi je connais les livres, tout ça, puis Mais il m'a plus convaincu là-dedans. j'imagine une question de point de vue au final. Là, je veux dire, il y en a qui l'ont aimé, d'autres l'ont pas aimé. C'est Ouais, comme c'est Captain Marvel, le personnage parle, il y en a qui l'ont aimé, d'autres pas. Aussi pour Samuel Jackson qui fait un jeune Nick Fury. Je vais mettre tout ça avec Phil Coulson, on va faire un package pour les deux. Qu'est-ce que t'en pensé du rajeunissement qu'on fait avec le personnage? C'est, écoute, Clark, voyons, Phil Coulson, je l'ai remarqué. Ça apparaissait souvent quand il y a des plans où Kamane il se fait prendre en contrôle par une doubleuse. Ouais. Samuel Jackson, je le remarquais pas. C'est tellement bluffant, là, c'est vraiment bien fait. Moi, je pensais qu'il était vraiment bien maquillé jusqu'à temps que j'apprenne que non, c'est vraiment du CGI. Je suis comme, tabarnak, hey, ça paraît pas, là. C'est, comme j'ai mentionné, C'est bluffant. C'est bluffant, puis c'est la technologie que Disney a vraiment mis au point. Et il avait testé il y a pas très longtemps avec le dernier Pierre des Caraïbes. Il avait rajeuni Johnny Depp. Ça passait un peu moins bien. Mais avec Nick Fury, ça passe super bien, c'est hallucinant. Y a problème? Non, c'est bon, continue, je te secret après, c'est bon. Ok, bon. Non, t'as rien fait. Ok, donc moi j'ai été bluffé par ça. Tout le long de ça, mais chaque fois que je le voyais, j'étais fasciné de voir comment il avait réussi à rendre ça jeune, puis que ça, tu sais, tout le long on n'a pas l'impression que c'est faux. C'est ça qui est vraiment fascinant. C'est vraiment bien fait. J'ai aimé le personnage, j'aime beaucoup Samuel Jackson. Là-dedans, il est quand même assez funny, mais aussi il y a un petit côté début d'être mentor parce c'est comme un... On en avait parlé l'autre fois, c'est un body cop movie un peu. Il aide Captain Marvel l'aide. Puis il y a une bonne interaction entre les deux. Ouais, puis le fait que Phil Coulson le laisse aller quand il recherche, j'ai trouvé que ça donnait un signe de la direction que Phil Coulson allait avoir plus tard et qu'il viendrait probablement un des bras droits de... Et surtout que j'ai aimé quand ils disent qu'il était avec la nouvelle recrue, puis quand tu vois que c'est Phil Coulson, je trouve ça drôle, parce qu'ils disent on a une nouvelle recrue, puis c'est Phil Coulson. T'as trouvé comment le chat? Le chat, je m'attendais pas qu'il soit aussi présent dans le film. Ouais, tout le monde chiale qu'il est full présent, mais je trouve pas. Hein. Ben il est quand même assez présent. Il y a quand même quelques scènes marquantes, dont une qui permet de sauver entre autres l'histoire. Mais ce chat-là, dans le comics, ça a tout été avec. Ben comme je te dis, je connais pas trop le personnage de Captain Marvel, mais je sais qu'elle a un chat. Donc, y a-tu juste moi qui comprend? Ok, ça c'est... Ouais, j'ai deux choses, ok? Puis il va falloir que tu me les expliques. Ouais, Est-ce que t'es prêt? Ok, la première chose, y a personne qui se pose la question qu'il y a un chat dans une base militaire ultra secrète. Ça de même. Genre, Nick Fury est comme, un minou! Mais c'est comme, Chris, pourquoi il y a un chat là? Est-ce que c'est journée à amener votre animal de compagnie puis il y a personne qui se pose la question? Comme ça, il y avait combien de chances que ce soit un extraterrestre, ce chat-là? Voyons donc! Non? Ok. Il n'y a pas assez d'explications sur le chat honnêtement dans le film, mais ça reste comme un guide dans le film dans le sens que on sait que c'est le chat de Captain Marvel, mais on sait pas vraiment d'où il vient, mais on sait que c'est une race extraterrestre. Mais il sort de nulle part? Ben, Peut-être qu'ils vont l'expliquer dans le 2. Ben, c'est mentionné que c'est le chat de Captain Marvel dans le sens que quand il était sur Terre avant, il avait ce chat-là. Ah, ok, tu vois-tu, je l'ai manqué ce Fait bout-là. que il s'est trouvé, à un moment donné dans l'histoire sur Terre, puis Ouais, mais reste que... Du coup, bon. Et deuxième affaire, là faut que tu m'expliques. Là c'est... Je suis sûr que tu as la réponse. Okay? Ah ouais? Comment ça se fait que le cube Tesseract Ouais, Tesseract, oui. soit physiquement... Attends, il était où? Il était dans une... Attends, je suis comme mêlé. Il était dans une station cri invisible autour de la Terre. Ouais, c'est ça. Oh, ouais, c'est ça, dans l'espace. Comment ça se fait qu'ils l'ont, le Tesseract qui avait pas été pris par le Shield? On va te faire une historique, ok? Ouais, parce que là je comprends plus où il est rendu le Tesseract. Là. On va partir de Captain America, Ouais, c'est ça, c'est la base. Le cube tombe dans l'eau. Ouais. Howard Stark, en cherchant Captain America, tombe sur le cube et qu'il récupère le cube. Il le confie au Shield puis il l'étudie. C'est comme ça qu'il crée entre autres le réacteur qui a son fils au torse. Le cube se retrouve au Shield. Pendant des années 40 jusqu'aux années 2000. Mais à travers ça, les années 80, ils ont créé le projet Pegasus, qui est la même base que dans Avenger 1, je sais pas si c'est reconnu, mais la base qui sont militaires dans Captain Marvel. J'ai pas remarqué. C'est la même base, c'est un petit détail, là, mais c'est la même base que dans Avenger 1, quand Loki s'évade, là. C'est la même base. Puis ils l'ont confié là pour étudier le cube. Et dans les années 80, ils l'ont étudié, puis ça a donné qu'il y avait une scientifique qui était crie, mais qui était cachée sur Terre, à trouver le cube, puis à trouver le potentiel dans le cube. Fait qu'elle l'a pogné, puis elle s'en est servée pour créer un réacteur, puis elle l'a caché dans son vaisseau à elle, qui est en l'espace, puis après il a disparu le cube. Puis après, à la fin de Captain Marvel, il revient sur Terre, puis c'est là que dans Avenger 1, il est encore dans la même base, parce qu'il est dans la base Pegasus, il continue à l'étudier. Ah, c'est pour ça que à la fin, quand le chat vomit le cube, c'est pour ça que le Shield l'a encore, dans le fond. Ouais. C'est comme si ce cube-là, entre le film Captain America et Captain Marvel,
Il a bougé entre-temps, là. Ouais. Ok, pas attends, ben ouais. Hey, excusez, là, mais... Ouais, Il est sorti quand, Captain America, genre 2011, ça? genre, Non, je sais 2012, plus, c'est un des premiers. Ouais, fait que c'est sûr que je l'ai oublié, là, tu sais. Ouais, mais c'est sûr, c'est pas financier, surtout que c'est dans Captain America, il est au début dans un temple viking. Ouais. Puis ça fait référence à Thor, parce que dans Thor, ils ont le cube. Puis, ouais. C'était pas le vrai, je pense. Non, c'est le vrai, il me semble que c'est le vrai cube. Non, il me semble que dans Thor 3, ils disent que c'est pas le vrai cube. Ça, tu parles du gant. Ah oui, t'as raison, Elle pousse le gant, elle dit c'est un faux, là, parce que c'est un bug de l'histoire. Tout le monde pensait que le gant de Thanos était là, mais ils l'ont enlevé de même, ils ont dit que c'était un faux. Là. Puis ça cadrait pas avec l'histoire, fait que... Ouais, ça, comment corriger une erreur, hein? Mais bref, revenons au film. On a parlé du réagissement que j'ai trouvé vraiment spectaculaire. Comme je dis, on parlait de la twist qu'ils ont inversé, que d'abord les Skrulls étaient gentils. J'ai trouvé ça surprenant, puis ça a amené des belles scènes aussi, parce qu'au début, les Skrulls se présentent sur Terre en étant les méchants, puis ils sont très agressifs, mais entre autres, il y a une scène qu'on voit dans l'annonce où que Captain Marvel rentre dans un train, elle cherche un Skrull, puis elle le trouve, puis c'est une vieille grand-mère, elle le frappe, puis il commence à se battre vraiment intense, puis c'est vraiment bien fait, puis le Skrull s'amuse à changer d'apparence pour essayer de s'enfuir, puis elle se trouve à se battre sur le train, puis c'est assez violent comme scène. Puis en parallèle, t'as Nick Fury qui fait en course-poursuite pour essayer de le suivre. Puis t'as Phil Coulson avec lui. Puis là, lui, au début, il est comme confus, puis il essaie de suivre ça. Puis on est catch que Phil Coulson... Ça fait... Je l'ai pas vu venir, mais pourtant, il y avait des signes, genre, de la façon qu'il parlait, puis tout ça, puis je l'ai même pas remarqué. Moi non plus, j'avais pas remarqué, puis il se bat avec, puis il piche, parce que j'ai vraiment aimé ça, les twists. Le bout de l'autopsie de l'alien, là, quand Nick Fury il lève le drap pour voir la grosseur du pénis de l'extraterrestre, juste pour se comparer, là. Ah ouais, mais après ça, plus tard, t'as comme l'autre qui fait « Je vais te frapper entre dans les parties », puis il fait « Quelle partie ?» Ça amène des bons gags. Sinon, y a-t-il autre chose avant la fin qu'on n'a pas mentionné? Ben, il y a l'acteur Ben Mendelsohn qui ici fait un double rôle parce qu'il fait le chef des Skrulls, mais il fait aussi le boss de Nick Fury, Ouais. qui fait directeur Killer, je pense qu'il s'appelle. Tu savais-tu qu'il était dans le film, lui? Moi, je savais pas. Non, je savais pas qu'il était dans le film, mais je suis pas tant surpris parce que c'est un des acteurs chouchou en ce moment pour les gros films comme ça. Il a fait Robin des Bois il y a pas longtemps, il a fait, pas Rogue One, il a fait Ready Player One. Rogue One aussi. Rogue One aussi, ouais, excuse-moi. C'était correct. Il fait souvent des méchants, il est spécialisé là-dedans, je pense. Et là-dedans, je pense qu'on fait exprès pour le prendre, pour faire croire que encore une fois c'est le méchant. Mais c'est ça la twist, c'est que finalement c'est le chef des gentils. Puis d'ailleurs j'aime beaucoup l'apparence des Skrulls dans le film, qui était plus compliqué à faire que les cris, parce que les cris c'est juste la peau bleue. Là les Skrulls c'est aussi le visage qui est comme plus en lézard, avec des oreilles pointues. C'est quand même vraiment très réussi, ce qui n'était pas évident. Mais vraiment, j'ai apprécié son personnage qui est vraiment très profond finalement. Parce qu'il commence à discuter dans la maison de l'ami de Captain Marvel. Il y a vraiment une belle interaction entre les personnages. Puis il explique un peu son origine, comment il marche ses pouvoirs, qu'il peut copier n'importe qui. Mais à une certaine limite, comme il peut pas avoir les souvenirs qui datent de longtemps. C'est comme ça qu'ils peuvent le fighter. Parce qu'il y a une scène où t'as Jude Law qui arrive à la ferme pour aller chercher Captain Marvel. Puis il rentre dans le grange, puis elle est là. Puis il dit on va se poser des questions pour savoir si on est les vrais. Puis il commence à poser des questions. Puis il fait ok mais tu me mens, puis il arrive pour tirer, puis là, il tire, puis là, il tombe à terre. Moi c'est ce que je pense à l'ingénieur scientifique qui est comme l'ami de Ben Mendelsohn. Puis il y a la face qu'ils ont mis à chaque fois qu'il est comme ouais, on s'est trompé. Je sais pas si c'est de quoi je parle. Ouais. Ah, il me faisait rire. Mon dieu, la face qu'ils ont donnée, il était une gueule là, mon homme là. En tout cas, aussi de mention aussi à l'ami de Brie Larson. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'ils n'ont pas tombé dans on met une relation amoureuse. Ce qui a pu être facile à faire. C'est une grande qualité. Ce qui est quasiment tous les films de Marvel jusqu'à ce jour, de l'univers Marvel, ont fait ça. Le seul qui me vient en tête rapidement en ce moment, c'est Doctor Strange. Est-ce que dans les comics, Captain Marvel a un chat? Comme je dis, je connais pas beaucoup ces comics, mais de ce que je sache, non. Mais ça se peut, je veux dire, je suis pas au courant de toutes ces informations, mais ce que je cherche, c'est célibataire en ce moment dans les comics. Mais tout ça pour dire qu'il a pu tomber là-dedans, mais finalement ils ont focusé sur l'amitié. Elle a une belle relation d'amitié avec son amie qui elle aussi est pilote d'avion, qui montre aussi un beau côté des femmes fortes. C'est aussi le côté message féministe du film, qui est vraiment très bien. Puis où je l'en ai avec ça déjà? Ben ça, comme je disais, on a pu tomber dans la relation de Morris qu'ils n'ont pas fait. Puis comme je l'ai dit, il y a entre autres Doctor Strange qui n'avait pas fait ça, mais c'est assez rare. Puis je trouve que c'est bien de temps en temps de faire ça parce que ça vient un peu répétitif. Tous les super-héros ont leurs copines, ou toutes les copines ont leur c'est parce que en fait ces personnages-là sont là pour donner des faiblesses aux super-héros parce qu'ils sont trop puissants. Mais ils ont toujours le même pattern, ils ont leurs copines, ils ont leur ami noir. Tu sais, tu regarderas quasiment tous les super-héros ont leur ami noir aussi, là, je veux dire. Ouais, une chance Black Panther il était là pour remettre un peu les pendules à l'heure. Ah mais Black Panther c'est l'inverse, il y a un ami blanc.
C'est le Britannique qui vient au Wakanda, là, tu sais, qui est blessé. Ah, Martin Freeman? Ouais, Martin Freeman. Ouais, il est pas tant son ami. Bah, il y a comme une C'est relation... un collègue de travail, plus là. Ouais, ouais, il y a une relation qui se tient à la fin, tu sais, je veux dire, ils sauvent ensemble le pays. C'est fou pareil, hein, que ce film-là ait des Oscars. Ouais, c'est une Qui est première... pas, que ce soit pas effets spéciaux, là. Non, effectivement, puis c'est une première pour Black Panther, ce qui a marqué quand même l'histoire avec ce film-là. Parce qu'aux Oscars, généralement, les films de super-héros ne passent pas. Des fois, ça arrive, Logan avait eu le droit à une mention aux Oscars. Mais c'est rare, là. Ouais, meilleur scénario adapté, je pense. Ouais, il y avait Dark Knight aussi avec le Joker. Qui avait gagné, par exemple. Qui avait gagné, mais c'est très rare. Là. Jamais les films de super-héros sont assez boudés aux Oscars. Et même là, en plus, il y a Spider-Man qui a gagné le film d'animation. Qui était encore plus mérité, là. Donc j'ai été quand même surpris parce que d'habitude, c'est tout le temps Disney. Mais Black Panther, c'est quand même ramassé en tant que meilleur film de l'année, là. C'est un exploit, là. Écoute, c'est quelque chose. Mais non, le score du meilleur film, c'est Green Book. Oh oui, non, mais il était nominé. Ah, il était nominé, ouais, excuse-moi, j'avais mal compris, excuse. Ouais, il était nominé. T'as écouté Green Book? J'ai pas encore eu le temps, je lis sur mon ordi. Tu l'as vu, toi, Hugo? Non, mais c'est nommé, pas nominé. Franchement, Matt, si il est dans le chat, je m'en occupe. Je vais couper Hugo au montage, c'est pas grave. Est-ce qu'on va vers la fin? On va aller tranquillement vers la fin. Écoute, le film, de fond, ça tourne autour du Tesseract, comme tu as mentionné. Il découvre que dans le fond, la technologie qu'elle essaie de créer, elle s'est basée sur le Tesseract. Il le récupère. Puis elle se bat contre une armada de Kree qui arrive sur Terre. Et entre autres, on a le droit à 2 personnages Kree qu'on avait eu le droit dans les autres films qui sont revenus. On a le droit à c'est un acteur noir, j'ai oublié son nom, mais il est quand même très connu. C'est lui qui pourchasse Star-Lord au début du premier Gardien Galaxy. Ouais. Il dit comme Star-Lord, et comme il comprend pas le titre. Qui faisait un lien avec Guardian, dans le fond, ce personnage-là, ça surtout à ça. Là. Ben c'est comme un soldat chasseur pis ça. Puis on a le droit aussi à un ancien méchant de l'univers de Marvel, ce qui est assez rare dans les films de Marvel. C'est Ronan l'Accusateur. Ouais. C'est-tu le même acteur? Je me suis posé la question. C'est le même acteur, c'est lui qui fait aussi l'elfe, le roi des elfes dans The Hobbit. Je sais plus c'est quoi son nom. Je trouvais qu'il ressemblait pas, puis j'étais comme... Ben il est moins maquillé. Parce que dans Gardien Galaxy, Mais ouais, il manque maquillage. quelque chose aussi dans la face, non? Ben il y avait des lignes dans sa face dans Gardien Galaxy, là il est juste bleu genre. Parce que tu sais, il est pas encore le grand chef des Kree là. Ah ouais, c'est le gag où les deux ils regardent à travers la fenêtre. Puis elle fait comme exploser, je pense, comme 8 vaisseaux. Puis j'aime le fait qu'il fait... C'est une femme? C'est des beaux messages. Genre une femme peut pas détruire notre armada puis comme... Ok, on s'en va. Ah ouais. C'est juste pour montrer aussi qu'on va le revoir, mais j'ai aimé ça, c'est... Tu sais, c'est le souci du détail de l'univers de Marvel. Ah, attends une minute. Le gag, quand il faut qu'il upload de l'audio, ça prend une minute puis tout le monde se regarde. Moi, étant avec technicien informatique, ça m'a fait mourir. Là. Windows 95, un truc comme ça. Ben, tu sais, logiquement, de l'audio, même à l'époque, c'était pas long à uploader. Mais écoute, ça genre, les extraterrestres qui se regardent sont comme genre... Hein? On attend quoi, là? Ouais, ben, ça upload. Il y en a beaucoup qui disaient qu'il y avait pas assez d'influence aux années 80 dans le film. 90. 90, excuse. Je suis d'accord, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-unes marquantes, entre autres Radio Shack, Ouais. Blockbuster, Ouais. la technologie qu'on a mentionné autant. La musique, t'as du Nirvana, du Garbage. La musique est quand même très bonne. Il y a quelques petits détails, autant le décor que les... Moi j'ai une prédiction par exemple à faire, puis tu me diras, c'est sûrement comme ça que j'étais dans le chat, je parlais de ça avec mon chum de gars, Marsac, en étant en voiture. Il y a de l'intelligence suprême dans Captain Marvel, puis on sait pas de quoi qu'elle a l'air du tout. Je me suis demandé si c'était pas le prochain méchant après Thanos. Là tu me diras je suis dans le champ, ça va sûrement tout me démolir là. Je vois plus comme un méchant de Captain Marvel en soi, dans la mesure que ce serait la ligne logique après le premier Captain Marvel, dans le sens qu'elle veut finir d'achever les Kree. Ouais. Donc vu que c'est l'ennemi ultime, c'est le chef ultime des Kree, c'est l'intelligence suprême, ce serait logique que ce soit l'ennemi de Captain Marvel. Ça pourrait, mais... Ou sinon ils vont prendre Galactus. Parce que le personnage n'a pas en tant que tel de personnalité, l'intelligence suprême. Elle prend l'apparence d'une personne que tu connais, que tu as l'influence, puis c'est un ramassé de toutes les connaissances de toutes les Kree. Donc quand tu es sur le point de mourir ou que tu vas mourir, tu transfères ta conscience dedans, puis ça l'améliore. Donc il n'y a pas de corps, c'est juste une espèce d'ordinateur géant. Fait qu'il n'y a pas tant de personnalités intéressantes avec. Mais il y a plusieurs théories à ce jour pour le prochain grand méchant. Parce que ce que je pensais, c'est parce qu'il mentionne souvent le fait qu'on peut pas le voir, mais qu'il y a quelqu'un quand même, genre... Je pensais que ça teasait ça. En tout cas, j'écoute... Je suis pas contre l'idée, mais... Parce que là, on s'en va obscur en maudit dans les comics, puis là, je sais plus. Ben, il y avait des rumeurs que je trouvais assez pertinentes, c'est que le prochain méchant, ça peut être Galactus. Ouais, c'est ce qui ferait Ça plus de permettrait d'utiliser les franchises de Fox pour poursuivre l'univers de Marvel. C'est le plus puissant. C'est... Ben... Il y a Apocalypse qui est très puissant. ouais, Apocalypse c'est une pichenote à côté de lui. Là. Mais Galactus, c'est un des êtres les plus puissants de l'univers de Marvel. Il est dans le top 5 à peu près. Là. Tant que c'est pas de la boucane, on est correct. Là. La boucane. Ça c'est l'erreur des 4 fantastiques. Là. Mais tu sais, c'est à un moment donné, tu fais apparaître un bonhomme géant mauve avec un bâton en plein milieu de la planète. Ça va être peut-être plus difficile à faire en termes d'action. Mais avec toutes les Avengers qui l'attaquent, ça peut être intéressant. Mais ce serait intéressant. Puis ça ajouterait aussi le surfeur d'argent, qui est un autre personnage qui a une belle histoire.
Mais il y a plusieurs théories en ce jour. Ouais, il y avait pas des rumeurs qui seraient dans le Guardian of the Galaxy 3 aussi? Ouais, ben il y a des rumeurs pour le prochain Avenger, puis aussi pour le Gardien Galaxy 3, vu que c'est tout cosmique. Je suis vraiment curieux, ils n'ont pas très dévoilé ce qui est arrivé par la suite pour l'univers d'Avenger, mais ils veulent aller vers des nouvelles franchises, entre autres de personnages qui n'ont pas été utilisés encore. Ils ont parlé de faire le premier héros gay en film. Ouais, puis c'est officiel là. Ouais, c'est officiel, c'est Shang-Tae, je pense qu'il s'appelle. C'est un personnage de l'univers de Iron Fist. Il est dans le même univers, mais il doit s'abéder avant Iron Fist, je crois. Et c'est le plus grand maître d'arts martiaux de l'univers de Marvel. Il n'y a pas de pouvoir en tant que tel, mais il est inspiré de l'époque des films d'action d'arts martiaux, tout ça. Puis, Moi, j'ai aucun problème qu'il y ait un personnage gay, mais j'aimerais ça qu'il fasse comme plus attention que, mettons, La Belle et la Bête. Tu sais que... qui s'est pas trop poussé. C'est juste subtil. Tu sais que ça soit pas le personnage est typique à cause qu'il est gay. On veut un personnage qui est humain parce qu'il est humain. Là. En tout cas, Non, j'avoue que dans... j'espère que ça sonne pas tout croche. Dans La Belle et la Bête, c'était mal cadré. Je veux dire, ils ont pris un personnage qui n'était pas à la base. Ils l'ont changé, puis ils l'ont répété tout le long du film que... Il est gay. Ouais, mais ça fait pas de lui. Ça fait... Être gay, ça fait pas de toi une personne. C'est Non, ta c'est personnalité qui fait de toi une personne. Exactement, c'est pour ça qu'on t'accepte comme tu es, Hugo. On t'aime, Hugo! mais pas comme toi, mais en tout cas, tu comprends. Ouais, voilà, bref. Peace. Bref, on est rendu à la fin. Je pense qu'on fait le tour du film. Ouais. Comme tu as mentionné, le chat aussi, que juste petite mention, on n'a pas du chat, mais on n'a pas parlé de la particularité du chat. Il est overpowered, lui, là. C'est une race extraterrestre qui est comme une espèce de tentacule en lui. Puis il y a une scène à un moment donné qui sont dans la base, qui dans l'espace, puis t'as Nick Fury qui met le chat devant lui, puis t'as juste une scène de côté avec des ombres, puis comme... Ça me rappelait un peu Star Wars 7 puis Guardian of the Galaxy en même temps, là. Ouais. Puis j'aimais le fait que Medanson avait vraiment peur de ça. Ouais. Non, pourquoi? Puis il y a une scène, c'est celui qui m'a fait le plus rire, c'est quand ils sont capturés par les cris, ils sortent un scan pour scanner les personnes, puis ils scannent le cul, ça fait genre menace élevée, confinement obligatoire, Ah, puis ils les oui. mettent dans une cage, là ils vont devant Nick Fury, ils le scannent, ils font simple humain, menace très faible, Nick Fury fait comme, ce bidule il est brisé. Cette affaire-là marche pas. Et ça, une dernière chose avant qu'on ait avec notre note, Ouais. l'origine de l'œil de Nick Fury, on allait l'oublier. Ça fait de gros débats, je sais pas ce que ça en a pensé toi, je suis curieux de t'entendre. Je m'y attendais, mon chum Marcel avait calé avant, il ne savait pas, il l'a calé, puis j'étais ouais, peut-être, puis ça m'a pas dérangé, je sais qu'à la base je pense que c'est comme un éclat d'une grenade ou quelque chose comme ça qui envoie dans l'œil. Pour le premier Nick Fury, celui qui était blanc avec les cheveux frisés, bref, le vrai Nick Fury, avant que ce soit Samuel Jackson, son origine c'est le soldat d'hiver qui avait pété un œil dans une mission, Ok. il y avait une grenade qui avait éclaté dessus, Ouais, c'est ça. qui avait lancé. Et il avait plus ou moins mentionné dans Winter Soldier que c'est de la faute de Winter Soldier, mais sans vraiment le dire. T'sais, il avait juste dit j'ai été trahi par un allié. Ça, puis- c'est son scène liberté. Puis là, ça faisait longtemps qu'on se demandait comment il allait adapter dans les films. Finalement, ils ont pris quelque chose de simple, c'est le chat qui est le graphique. Ah oui, puis c'est pour ça qu'à la fin, Jack Coulson, il dit ouais, mais il y a quelqu'un qui vous a trahi, puis ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça pas pire. Ouais, puis en plus, il y a un petit gars, il emmène des yeux pour qu'il se fasse un œil, mais finalement, il le fait Ouais, pas. il le fera jamais. Ouais, puis ouais. Puis on apprend aussi l'origine du nom Avengers aussi. Qui vient de l'avion que pilotait... Ben, en fait, c'est bien parce que ça fait comme ça complète la boucle. Ouais, c'est ça. Ça explique aussi d'où vient... Parce qu'à la fin du film, on a Nick Fury dans son bureau qui vient de vivre toutes ces aventures-là. Et là, il est en train de réfléchir, puis il est en train d'écrire le projet Avenger, mais il n'y a pas de nom, c'est écrit de Project. Puis il est comme écrit, c'est, là, si tu lis les lignes, c'est écrit assembler une équipe pour protéger la Terre, puis il réfléchit. Puis il voit la photo, puis projet, initiative Avenger. Puis c'est comme pour partir de l'univers, parce que c'est à partir de là, c'est là qu'il a commencé À concocter l'équipe. Ouais, c'est ça. Et, parce qu'il disait à Phil Coulson, il dit, tu sais, maintenant qu'on sait qu'on n'est pas tout seul, puis on n'a pas Captain Marvel vu qu'il est parti, il nous faut une équipe pour nous protéger. Puis il dit, écoute, on n'a même pas fait exprès pour tomber sur elle, on savait même pas qu'elle existait. C'est ça, imagine si on fait nos recherches. Ah ouais. Puis je trouve que tout est lié parce que dans Iron Man 2, je finis avec ça. À un moment donné, il fait un speech à Tony Stark, puis il y a une carte à l'air de lui, puis il y a des points sur la carte du monde, des endroits importants. Puis dès ce film-là, il y avait situé Wakanda pour montrer que tout était lié parce qu'il pointe une flèche en plein milieu de l'Afrique. Il y avait où que Hulk était aussi, je pense. Ouais, ou que Hulk, en Inde, t'en avais une aussi à Londres. On sait pas encore c'est quoi, mais c'est sûr que c'est Doctor Strange, mais je suis pas sûr. Mais il y en a qui pensaient que c'était Captain Bryant, qui est le Spyro anglais de l'univers de Marvel. Qui a beaucoup de rumeurs qu'il y aurait son film bientôt sur lui. Il y a Namor aussi, je pense. Namor, oui, il y avait une flèche qui pointait dans l'eau, c'est vrai. Mais tout ça pour dire que tout est lié, c'est tous les petits détails que Marvel a bien travaillé. C'est aussi pour ça que le film a ce défaut-là. C'est qu'ils ont voulu tellement exploiter l'univers de Marvel qu'au final, avec Captain Marvel, et tu sais, pas là à 100% dans le film, là. Il y a des scènes ils ont été obligés de la tasser un petit peu, faire comme avancer, puis là, ils la ramènent après. C'est ça qui a un peu dérangé aussi au final. Je pense que c'est un personnage qui va gagner en
on va l'apprécier au fil des films. Là. Non, c'est sûr, c'est sûr. Parce qu'elle, c'est sûr qu'elle va avoir sa trilogie, puis Leslie Ouais, généralement, c'est tout le temps ça qui arrive, là. Donc, bref, on va avec notre note. Ouais. Vas-y. Moi, je donne un 3 sur 5. Je sais que ça aurait pu être plus haut. Chez Brie Larson, j'ai encore de la misère. Je veux qu'elle me convainque. Écoute, je suis prêt à en avoir un peu plus. Je trouve le film manque d'audace. Il ose à rien. Il ose vraiment à rien. Je trouve que c'est une origin story comme on a vu souvent. Là. Je trouve qu'on change pas la recette. C'est très signé Marvel. C'est la première fois depuis quelques années que je commence à sentir un regain de ralenti. En tout cas, je sais pas si ça se dit comme phrase. Bref. J'ai apprécié, j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup aimé Samuel Jackson, c'est un des meilleurs personnages de toute la franchise Marvel. Je pense que ça va gagner à réécouter le film, mais dans l'ensemble, j'ai aimé ça, mais je suis un peu déçu. Pour ma part, j'ai fait part de la plupart de mes points, mais je donne un 3.5 sur 5. Parce que moi, j'ai quand même apprécié, puis j'ai quand même compris certains défauts pour ce qu'ils sont, puis j'ai accepté pour ce que c'était. Je trouve que l'actrice principale, Brie Larson, fait une très bonne performance pour ce que c'est. Si elle aurait pu être plus présent dans le film, plus centré, ça va être encore mieux. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Samuel Jackson, encore une fois, il est excellent, même si il ressemble pas trop à son personnage qu'on est habitué de voir, il est beaucoup plus léger. Ça se prend bien, l'histoire est bonne, c'est pas tant révolutionnaire comme tu mentionnes, mais ils ont fait quelques petits changements, d'où le fait qu'entre autres, il n'y a pas de Russell Moore, qui a pu facilement tomber là-dedans, ils ne l'ont pas fait. J'ai aimé les effets spéciaux là-dedans. Les combats sont pas très marquants, mais pour ce que c'est fait, c'est très beau. Les effets spéciaux sur Captain Marvel en soi, vu que ses pouvoirs sont comme cosmiques, il fallait comme faire un effet sur elle qui était pas évident et c'est vraiment bien fait. Son apparence aussi, son costume, il y a une scène où elle s'amuse à choisir ses couleurs de son costume et ça, je suis quand même un connaissant des comics, mais pas tant de elle, mais chaque couleur qu'elle essaye, c'est une variante de costume qu'elle a déjà eu dans les comics. Ok. Même le fluo, là. Même le fluo, ouais. Mais c'est toutes des références en tout cas. Mais j'ai aimé ce petit détail-là qu'elle fait choisir sa couleur avec son costume, c'est bien. Ça m'appelait un peu le côté d'origine avec Iron Man où il se faisait les armures puis il choisissait ses couleurs, tout ça, comme il voulait faire. Mais j'ai quand même aimé ça. J'ai adoré le fait que ça cadre bien dans l'univers de Marvel. De cet aspect-là, ça me rappelait Spider-Man Homecoming, qui avait été conçu de la même manière. Ils ont créé un film mais qui est imprégné dans l'univers Marvel, donc il est pas tout seul. Tu sais, t'avais Iron Man qui était là, t'avais le film Avenger qui avait un impact dessus. Tu sais, tu sentais que c'était pas juste un film de Spider-Man, c'était un film Marvel. Et ici c'est le cas aussi, on n'a pas voulu juste faire un film comme un Thor, un Captain America ou un Iron Man qui est tout seul de son bord, puis après il arrive, là elle est déjà dedans, elle est imprégnée dedans. Je trouve ça bien. Ça fait différent pour ça. Vraiment les critiques haineuses à ce film-là, c'est vraiment justifié. Ça vaut amplement le détour. Je le recommande chaudement ce film-là et je suis content d'avoir vu Clark Craig. C'est un acteur que j'aime beaucoup. J'aime son personnage de Phil Coulson. Il y a une belle interaction avec Nick Fury. Et je dirais que Jude Law, c'est un peu la faiblesse je trouve du film malheureusement. Mais bon, dans l'ensemble, c'est à voir. Donc voilà, c'est déjà tout. On est rendu au mot de la fin. Comme d'habitude, vous pouvez suivre le podcast partout, iTunes, YouTube, RZO, Balado Québec, Spotify, Google Play, iTunes j'ai déjà mentionné, Canal Cinéma et le 101.9 CHI les samedis soirs. La seule version visuelle est sur YouTube. Maintenant on n'a plus vraiment de date fixe comme vous l'avez pu remarquer. En ce moment on essaie de s'adapter avec nos nouveaux horaires, tout ça. Mais on essaie toujours de le donner dans la semaine. Au moins vous avez un épisode à chaque semaine. Ouais, c'est le but qu'on recherche à faire. On aimerait ça vraiment que ce soit tous les mardis, mais là on rush un peu. Là. On est en train de trouver des pistes de solutions, ça va s'améliorer dans les prochaines semaines, on s'en est parlé en honte. Aussi, vous avez peut-être remarqué, nos éclairages sont meilleurs. On a enfin obtenu nos éclairages, sauf que le fond vert est en réparation. Notre couturier qu'on a engagé, Hugo Maze. Allô Hugo! Allô? Qui est ici en ce moment, travaille sur le fond vert depuis le début de l'émission. Donc on devrait l'avoir pour les prochaines émissions, sinon il va rester toute la nuit enchaîné pour le faire. On verra ça. On va nourrir à coup de biscuits. Là. Ouais, des miettes, de la bouffe de chat. Donc c'est déjà tout. Vous pouvez me suivre moi, Mathieu Prévost, sur Facebook ou sur mon autre page de Matt Bellec 2.0. J'ai d'ailleurs fait ma propre critique de mon bord. Je manquais de sujet la semaine passée, donc j'ai dû le faire de mon bord aussi. Ouais, j'ai vu passer ça. Je suis désolé, j'essaie de pas trop le faire, mais de temps en temps quand j'ai pas d'autres stocks en réserve, faut bien que je fasse une vidéo moi aussi à chaque semaine. Garder mon... T'as pas genre 1000 séries de policiers. Ouais, mais il faut que je parle de Six. J'aime ça parler de Six qui sont complétés, comme ça c'est plus facile d'en parler. Mais bref, j'essaie d'éviter... Je suis pas fâché. Non, j'espère. Et puis suivre Max Tarion sur Facebook, Twitter, Tinder, Badoo. Donc voilà. Peut-être plus pour longtemps. Donc c'est déjà tout. On vous dit de rester à l'écoute et on vous dit à la prochaine. Tant.
stop me Me now. now. T'en connais pas, hein? Don't stop me now. So having a good time, having a good